Christian Boucher is a historian of the sea whose research sits at the intersection between maritime history, the environment, economy, and society. In 1997, he founded the Centre d'études de la mer at the Institut Catholique de Paris to continue the conversation and research around the history, preservation, and future of the ocean. As the Secretary General of the Grenelle de la Mer, Christian Boucher has been pivotal in negotiating for substantial development of the sea. He is also a member of the Académie de la Marine and scientific director of Oceanides Project, an international research project which gathers 300 experts to explore the consequences of maritime history. As a historian and economist, he is the privileged interlocutor of the public authorities and has been the one to sound the alarm bells along with the Prime Minister and the President. Over his career, he has authored over 20 books and directed international conferences, reflections, and seminars. As we dive deep into maritime research and sustainable maritime development this semester, we are honored to have the expert on this subject, Christian Boucher, here at Confluence today. Merci beaucoup. D'abord, pardonnez-moi de m'exprimer en français. Je lis couramment l'anglais, je vous ai compris, merci beaucoup. Par contre, j'ai un tel accent que seuls les Français me comprennent quand je parle anglais. Donc, j'avoue que ça serait compliquer les choses pour un résultat qui serait vraiment pas à la hauteur de nos espérances. Donc, merci beaucoup pour cette traduction. Je voudrais remercier Odile Degg de son invitation. Je suis très heureux et honoré. C'est la première fois que j'interviens devant une école d'architecture et vous verrez que la mer, elle va peut-être aussi, pour partie, révolutionner tout ce qui est architecture. Alors, je vais vous faire une introduction. J'ai parlé à peu près pendant 1h10, si vous voulez, puis après, on prendra le temps qu'il faut pour répondre à toutes les questions qui sont les vôtres. Je voudrais commencer par partager quelque chose que j'ai sur le cœur, mais pas simplement que j'ai sur le cœur, qui est un peu le fruit de mon travail et celui de mes chercheurs, c'est de vous dire, votre génération, et ça me fait d'autant plus plaisir de le dire en cette période difficile, que nous vivons une époque formidable. Nous vivons une époque formidable, pourquoi ? Parce que la période que nous vivons, ça n'arrive pas à une génération sur 3, mais au dernier tour, si vous voulez, c'était il y a une trentaine de générations. C'est-à-dire que la période qui est la nôtre correspond à peu près à ce qui s'est produit dans le monde, principalement en Europe, au tournant des 15e et 16e siècles. C'était, vous le savez, cette période du 15e, 16e siècle, c'était la Renaissance. Eh bien, nous vivons exactement ce qui s'est produit il y a 500 ans. C'était quoi la Renaissance quand on réfléchit bien ? C'était 4 piliers, un peu comme les 4 piliers qui soutiennent une table. Vous verrez que sur ces 4 piliers, ces 4 boosters de la Renaissance, on en a 3,5. Premier facteur de la Renaissance, c'était une forte croissance démographique au tournant du 15e, 16e siècle. Ça, il n'y a que les historiens qui peuvent vous dire ça aujourd'hui, mais vous savez comme moi que nous vivons une révolution démographique sans précédent. Au début de notre ère, on était 250 millions de terriens. On a atteint le premier milliard de terriens en 1804. Quand je suis né, on était 4 milliards, on est 7 milliards 7 aujourd'hui. En 2025, c'est-à-dire demain matin, on sera à 8 milliards. Et on s'attend à ce que la population mondiale connaisse son pic aux alentours de 2050 à 10 milliards 6. Ce qui veut dire à peu de choses près qu'entre maintenant et 2050, en 29 ans, en moins de 29 ans, vous allez avoir 3 milliards de terriens en plus, soit 3 fois la population mondiale de l'époque de Napoléon Ier en 1804. Donc vous voyez, ce premier booster, ce premier pilier de la Renaissance, nous l'avons et il joue à plein. Deuxième booster de la Renaissance, c'était énormément de découvertes techniques. Vous avez tous au fond de vos yeux ces formidables machines, d'ailleurs plus ou moins réalistes, du grand Léonard de Vinci. Et vous savez, peut-être sans doute même mieux que moi, qu'on a plus découvert dans l'histoire de l'humanité depuis 15 ans que durant toute l'histoire de l'humanité. Donc ce second booster qui a fait la Renaissance, nous l'avons et il joue à plein. Troisième booster de la Renaissance, et là on commence à rentrer dans la mer, c'est qu'il y avait de nouvelles routes maritimes. Il y a eu ce que j'ai appelé un Big Bang géographique, 4 années qui vont provoquer une incroyable mutation. Je vous donne les dates et puis on y reviendra peut-être tout à l'heure. 1488, 1492, 1488, 1492, de nouvelles routes qui vont provoquer un chamboulement géopolitique. Eh bien, ce troisième booster de la Renaissance, nous l'avons aujourd'hui. Je ne dis pas dans 5 ans, dans 10 ans, mais dès aujourd'hui, nous avons de nouvelles routes maritimes qui sont les passages du Nord. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vous dirai quel est mon choix entre le passage du Nord-Ouest et le passage du Nord-Est.
Alors, ces 3 premiers boosters, nous les avons à plein. C'est le 4e pilier de la table qui pose problème aujourd'hui. C'était que lors de la Renaissance, ce qui a fait la belle combinaison des 3 premiers facteurs, c'est le 4e, c'était que la Renaissance était sous-tendue par une philosophie résolument optimiste, porteuse d'allant, porteuse d'élan, qui s'appelait l'humanisme. On avait foi en l'homme, on osait parcourir les domaines maritimes, on osait entreprendre, on osait. Et le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on est dans la peur. Alors, bien évidemment, il y a la pandémie aujourd'hui, mais indépendamment de ça, toute la question, et toute la question même de l'éducation, c'est de nous ouvrir à la confiance. Quand on est dans la confiance, on ose, on entreprend, on construit, on se jette à l'eau. Quand on est dans la peur, et vous le savez, on n'entreprend pas. C'est donc ce point-là qu'il faut véritablement travailler aujourd'hui pour optimiser les atouts qui sont les nôtres. Et les atouts qui sont les nôtres, eh bien, vous allez le voir, c'est avant tout la mer. Donc, merci beaucoup d'avoir choisi la mer parce que ce n'est pas négligeable. D'abord, la mer, qu'est-ce que c'est? Une petite définition. La mer, c'est 361 millions de kilomètres carrés, pardonnez-moi du peu, c'est presque 72% de la surface du globe et c'est le seul univers à 4 dimensions. Je vous dis ça parce que jusqu'à maintenant, la quasi-totalité des personnes ne voient qu'une seule dimension de la mer. La mer, c'est le formidable rideau bleu qui, encore une fois, représente 72% de la surface du globe. Ça, ce n'est que l'unique dimension, celle qui nous a uniquement intéressés historiquement, celle du commerce. Non, la mer, elle a 4 dimensions. N'oubliez jamais, je vais vous les décrire, mais n'oubliez jamais, pour être de votre temps, les dimensions 2, 3 et 4. La dimension 2, c'est quoi? C'est la tranche d'eau, l'épaisseur d'eau. L'épaisseur d'eau la plus conséquente, c'est dans la fosse des Mariannes, on descend à 11 km, un peu plus de 11 km de profondeur. Troisième dimension de la mer, eh bien, c'est que 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées. Vous savez, c'est Frank Borman, dans le cadre d'Apollo 8, en décembre 1968, c'est ce vaisseau Apollo qui, le premier, s'est extrait de l'orbite terrestre. On a vu pour la première fois la Terre de loin, on a vu qu'elle était bleue. Et souvent, pour me faire plaisir, on me dit on aurait dû appeler la Terre, non pas Terre, mais mer. Non, non, non. La Terre, elle porte bien son nom, parce que 72% des terres de la planète Terre sont des terres sous l'eau. Et on a vu, de nos yeux vus à travers des robots, que 5% des terres de la planète Terre. C'est-à-dire qu'on connaît infiniment mieux Mars aujourd'hui, et à plus forte raison à travers ce qui s'est passé ces derniers temps, que la planète Terre. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile de poser le pied sous la mer, comme le dit le spécialiste de l'Ifremer, ça équivaut à explorer une chaîne de montagnes les nuits avec une lampe électrique. Donc, troisième dimension de la mer, c'est le sol terrestre marin. Et quatrième dimension de la mer, ça je vais vers cela depuis 4 ou 5 ans, c'est qu'on sait aujourd'hui que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. Donc vous voyez, quand certains disent nous sommes dans un monde fini, circuler, il n'y a plus rien à voir, l'aventure ne fait plus partie du rendez-vous, tout reste encore à découvrir. Et il y a eu en France une recherche d'une politique maritime il y a quelques années qui était le Grenelle de la mer, et les 327 experts du Grenelle de la mer, mais c'est vrai dans tous les pays, disent en substance, face à l'avenir, sans la mer, on ne passe pas. Sans la mer, on ne passe pas parce que la mer contient, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable, que je qualifierais de désirable parce qu'on peut parfaitement concilier développement durable et développement économique. La mer contient la quasi-totalité des solutions. Il y a un chiffre qu'il faut absolument retenir, c'est qu'on ne passe pas sans la mer, d'abord pour une raison très simple, c'est qu'on est fort nombreux, la plupart des gisements sur Terre sont épuisés, mais surtout, sans la mer, on ne passe pas parce que toute la population mondiale est en train de se concentrer autour de la mer, sur le littoral. Vous le savez bien, de plus en plus de projets vous concernant vont porter sur la préservation du littoral parce que la mer monte, et en plus, nous nous groupons de plus en plus sur le littoral. C'est deux forces un peu tectoniques contradictoires. La mer monte, non pas à cause de la fonte des glaces, la mer monte par dilatation thermique. La mer, comme tout corps physique, sous l'effet de la chaleur, se dilate et donc ça augmente. Et en même temps, on se concentre de plus en plus sur le littoral. S'il y a un chiffre à bien retenir, c'est le chiffre 75. En 2025, 75% de la population mondiale
va se trouver concentrée sur une bande littorale de 75 km de large. 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale de 75 km de large. Sauf que, souvenez-vous, en 2025, on n'est pas 7,7, mais 8 milliards. Et au pic démographique en 2050, sur cette même bande de 75 km de large, ce sera 80% de la population mondiale qui va s'y trouver concentrée. On est tous agglutinés autour de la mer, et heureusement que la mer peut nous donner des solutions et nous permettre de concilier, encore une fois, développement économique et développement durable. Donc, n'oubliez pas ces paramètres. La mer, c'est 4 dimensions. La mer, c'est plus des 3/4 de la population mondiale qui va s'y trouver concentrée. Si bien que tout est en train d'exploser. On est sorti du critère d'eau territoriale. Vous savez, les eaux territoriales, c'était des eaux qui pourraient être limitrophes de celles d'un pays. C'était une distance qui pouvait être de 3000, 1000 étant 1852 mètres, puis 4000, aujourd'hui 12 000. En gros, c'était la distance qu'un canon pouvait parcourir. Vous avez eu une année considérable, une révolution du droit maritime qui a des conséquences qu'on mesure à peine aujourd'hui quand on n'est pas dans le milieu. C'est ce qu'on appelle l'application d'un nouveau droit de la mer. Ce nouveau droit de la mer, il est de 1994. En fait, il faudrait être plus précis, ce nouveau droit de la mer, ce sont les accords de Montego Bay. Montego Bay, c'est une ville de Jamaïque. Ils sont de 1982. Ce sont des négociations internationales qui se sont faites sous l'égide de l'ONU. Mais comme tout accord international, il ne faut pas que ce soit 2 ou 3 pays qui fabriquent quelque chose dans leur coin. Et il fallait qu'il y ait 60 États signataires. Et c'est précisément en 1994 que le 60e État signataire, qui est en l'occurrence la France, a signé. Et donc, ces accords de Montego Bay existent. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous fais court. Il crée ce qu'on appelle des ZEE, des zones d'exclusivité économique, ou des EEC en ce qui concerne l'anglais. Tout pays qui est bordé d'une mer, d'un océan, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas un pays en face, ça ne va pas fonctionner entre la France et l'Angleterre dans le Pas-de-Calais. Tout pays qui est bordé de la mer a une zone d'exclusivité économique de 200 000 marins. 200 fois 1852 mètres égale 372 km. Donc, si vous voulez calculer le domaine maritime d'un pays, le Canada par exemple, vous prenez la moindre île canadienne et pour calculer le domaine économique correspondant à cette île, vous faites donc un périmètre à partir d'un rayon de 372 km. Eh bien, ça crée des conditions tout à fait incroyables. Quels sont, c'est très important de connaître les principaux domaines maritimes. Premier domaine maritime, celui des États-Unis. Un peu plus de 11 millions de kilomètres carrés. Quasi ex aequo, à 100 000 près, la France. Deuxième domaine maritime au monde. Troisième domaine maritime au monde, l'Australie. Je fais un petit cocorico franco-français en passant. Si les États-Unis sont en 1 et l'Australie en 3, c'est par la taille de leur métropole. Ce n'est pas pour la France, ce n'est pas grâce à la métropole, mais grâce à ce qu'on appelle l'outre-mer, les îles françaises qui correspondent à une certaine histoire française. Ce qui veut dire que, de ce point de vue, il y a un potentiel tout à fait incroyable de la France étant partout. Bon, je ne vais pas poursuivre plus longtemps que ça. 7e ZEE, celle de l'Angleterre, parce que l'Angleterre a abandonné un certain nombre d'îles dans les années 1960. Et 10e pays, c'est très important, ça s'appelle la Chine. La Chine a 3,7 millions de kilomètres carrés de domaine maritime. Je vous le disais, États-Unis, France, 11 millions. Le troisième, l'Australie, 8 millions. On sait aujourd'hui de sources sûres que la Chine, qui veut être la première puissance économique mondiale au plus tard en 2049, l'objectif c'est 2049. Pourquoi 2049? Parce que ce sera le 100e anniversaire de la révolution chinoise. Et on sait de sources sûres que la Chine considère qu'elle peut ne pas être au rendez-vous si elle n'augmente pas son domaine maritime. Elle a 3,7 millions de domaines maritimes, de kilomètres carrés. Il lui faut 8 millions. D'où la stratégie de la Chine pour conquérir ou obtenir des îles comme les îles Spratly ou les îles Paracel. Donc on voit l'importance de ce que représente le domaine maritime. Pourquoi? Parce que toute la population mondiale est concentrée autour de la mer et parce qu'on verra tout à l'heure dans la seconde partie que la mer contient la plupart des solutions et elle va booster les principaux secteurs d'activité. Donc voilà ce que je voulais simplement vous donner, si vous voulez, en guise d'introduction, quelques définitions, vous amener à penser la mer dans ses 4 dimensions et non pas uniquement à travers sa surface, bien considérer la démographie mondiale, où elle se place, parce qu'il va falloir protéger contre la montée des eaux.
Et pour prendre un grand terme, il est possible que vous ayez à travailler contre la montée des eaux. On peut se protéger contre la montée des eaux, mais ça a un coût. C'est complexe. Attention à certains endroits. Attention aussi à la question du sable. Je me permets d'insister là-dessus. Madame Deck sait que c'est un de mes dada. Pourquoi? Parce que le sable, on croit que c'est un produit infini. On pense tous au désert, aux mers de sable. Attention, le sable du désert a tellement été tourné à travers les siècles qu'il est impropre, vous savez mieux que moi, à la construction. Et donc, vu qu'il y a de moins en moins de sable ou de granulats à terre, on en prélève de plus en plus en mer. Pourquoi pas? Il faut sans doute le faire. Mais il faut bien être certain, avant de prélever du sable, que cela ne va pas amplifier l'érosion du littoral. On sait aujourd'hui que la mer rebouche le trou, clap comme on dit, rebouche le trou qui a été pris, et parfois en reprenant du sable sur la terre. Donc attention. Et quand j'essaye de mobiliser, si vous voulez, de convaincre un certain nombre de dirigeants d'investir dans des produits de substitution au sable, j'ai tendance à dire ceux qui seront les rois du pétrole demain seront ceux qui trouveront des produits de substitution au sable. Parce que bien sûr, vous le savez mieux que moi, on l'utilise pour la construction, mais dans les engrais agricoles et dans tout un tas de produits. Alors, je voudrais attirer votre attention sur 3 points avant d'aborder le temps des questions. 3 parties. Dans une première partie, on va faire un peu d'histoire, parce que l'histoire, elle nous enseigne ce qui marche, ce qui fonctionne, et donc l'histoire, en quelque sorte, nous éclaire sur l'avenir. Donc, je vous ferai une première partie en vous disant la mer, ce n'est rien moins que la clé de l'histoire. Vue de la mer, c'est toute l'histoire qui s'éclaire, qui devient facile à comprendre et qui est porteuse d'enseignements. Dans une deuxième partie, on verra la mer comme rivage de notre avenir, à travers les différents secteurs, en quelque sorte, qui vont en quelque sorte se développer grâce à elle. Et puis, dans une troisième et dernière partie, je vous donnerai quelques éléments sur la géopolitique, même si j'ai déjà commencé à bâtir les choses en vous parlant de cette concentration démographique sur le littoral et des aides. On va se battre demain non plus pour des terres, mais c'est déjà le cas pour des îles dont on n'a rien à faire, mais parce que ces îles vous donnent accès à un domaine maritime dont vous avez besoin, parce que dans ce domaine maritime, il y a absolument tout. Alors, grand 1, première partie, la mer clé de l'histoire. Alors là, il faut que je vous parle un peu du programme de recherche que j'ai eu le grand privilège de diriger, qui s'appelait le programme Océanide. C'est un programme international de recherche. C'était 264 chercheurs issus de 40 pays, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux, Français inclus, bien évidemment, et qui visait à peser le poids de la mer dans l'histoire de l'humanité, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. De cela, je dirais, le but était de savoir, est-ce qu'en tout temps et en tout lieu, le fait de se tourner vers la mer crée les conditions du succès? C'était la problématique de base. Alors oui, c'est vrai, en tout temps et en tout lieu, avoir en quelque sorte une politique maritime crée les conditions du succès. Et ça, on l'a vu à travers tous les chercheurs qui ont travaillé. Bon, les travaux ont été publiés, 3800 pages chez un éditeur britannique, Boyle & Bruyère. Bon, il y a un ouvrage qui est plus facile, La grande histoire vue de la mer, en français et en anglais, qui est plus facile d'accès. Je vais vous résumer quelques éléments. On sait aujourd'hui que Rome, la grande puissance de l'Antiquité, elle a eu ce poids-là parce que Rome maîtrisait le commerce, accrochez-vous bien, pas en Méditerranée, jusque dans l'océan Indien. Et c'est quand Rome, la grande puissance de l'Antiquité, a perdu la maîtrise du commerce dans l'océan Indien qu'elle ne pouvait plus dégager suffisamment d'argent pour lutter contre les Goths, les Ostrogoths et autres Visigoths. C'est très intéressant, parce que vous allez voir que ça va ébranler toute la vision de la géopolitique. Un tout petit mot, parce que vous aimez la géopolitique, Odile, votre directrice me le disait à l'instant. Vous savez, la géopolitique, elle s'est développée principalement à travers un monsieur qui s'appelle Thayer Mackinder, qui a fait un formidable discours à Londres en 1904, où il a dit en substance, celui qui tient l'Eurasie tient le monde. Et il a expliqué que l'Eurasie, il appelait ça le Heartland. Celui qui tient le Heartland tient le monde. Bon, ça explique un peu ce qui s'est passé lors de la première et à plus forte raison de la Seconde Guerre mondiale, mais la poursuite vers l'URSS, vers les champs de Bakou de pétrole. Mais on a vu quand même que ça ne collait pas bien. Si bien qu'un Américain, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle John Speakman, on ne tue pas le père du premier coup, il dit en substance, oui, c'est très bien, le Heartland, l'Eurasie, mais il faut tenir compte aussi de ce qu'il appelle les terres du bord. Les terres du bord, ce qu'il appelle dans son jargon le Rimland, R-I-M-L-A-N-D. Les chercheurs d'Océanide qui ont travaillé sur le poids de la mer à travers toute l'histoire
nous ont montré que ce n'est pas celui qui tient l'Eurasie, c'est celui qui maîtrise les flux dans l'océan Indien. C'était déjà vrai du temps de Rome, vous le voyez bien. Celui qui maîtrise les flux dans l'océan Indien tient le monde quelque part. Si bien que par analogie aux travaux de Thayer Mackinder, qui parlait de Heartland, on a évoqué l'idée suivante, celui qui tient le Earth-Sea, c'est-à-dire l'océan Indien, tient le monde. Eh bien, ce que veut faire le président chinois Xi Jinping à travers les routes de la soie, c'est rien moins que de tenir, si vous voulez, l'océan Indien, et par voie maritime, et par voie terrestre, en contournant l'autre géant asiatique qui s'appelle bien sûr l'Inde, dont vous savez que la démographie indienne va dépasser la démographie chinoise dès 2030. Donc on voit bien que c'est important. On a analysé les 5 derniers grands conflits qui ont touché l'Occident. Alors je vous les nomme, ces 5 conflits. Première guerre de 100 ans, qui oppose la France et l'Angleterre. Je dis première guerre de 100 ans parce qu'on ne sait pas en France, c'est que les Anglais qui l'analysent comme telle. Il y a eu une seconde guerre de 100 ans. En France, on ne voit qu'une ribambelle de cette guerre. Donc, première guerre de 100 ans, seconde guerre de 100 ans, première guerre mondiale, seconde guerre mondiale et guerre froide, qu'il faut considérer à part entière. Ces 5 conflits, considérés sous l'angle d'un bras de fer terre contre mer, c'est toujours la mer qui l'emporte. On a analysé pourquoi la première guerre de 100 ans, qui a duré un peu plus de 100 ans, pourquoi elle a duré aussi longtemps. Et parce que la France n'a jamais été vraiment capable durablement d'intercepter les lignes de communication britanniques sur la Manche. Lorsqu'on l'a fait à un moment donné avec le développement d'escadres de galères à Rouen en Normandie, les Anglais sont rentrés dans leur coquille. Mais ça coûte cher le développement d'une flotte, donc c'est toujours un problème avec les sous en France. Et donc, si vous voulez, on a ralenti notre investissement et donc les Anglais ont recommencé. Pourquoi on a souvent dit, je le dis en passant, oh, si une guerre où la mer n'a pas joué un grand rôle, c'est la Première Guerre mondiale. Eh bien, pour Océanie, Thayer Hoffner d'Oxford nous a montré que, en fait, c'est l'inverse qui est vrai. Pas simplement parce que les Américains sont arrivés par voie maritime, non. C'est que les Alliés, les Français et les Anglais, pour avoir accès à tous les marchés durant la guerre, on a pu surmobiliser dans la paysannerie. Pourquoi? Parce qu'on pouvait aller chercher nos céréales, si vous voulez, en Nouvelle-Zélande, en Australie, parce qu'on pouvait aller chercher nos viandes en Argentine, ce que ne pouvait pas faire l'Allemagne, qui n'a pas pu mobiliser autant que nous au prorata de sa population. Et pour enfoncer le clou, là on a commis une erreur, on a poussé les Russes à surmobiliser aussi, mais vu qu'ils n'avaient pas non plus, comme les Allemands, accès au marché ultramarin, périphérique, c'est ce qui a provoqué les premières famines, et bien plus que les défaites militaires, c'est ce qui au total provoquera la révolte de la révolution de 1917. Donc vous voyez, quels que soient ces conflits, l'Alliance Atlantique l'a emporté. Pourquoi? Parce que l'Alliance Atlantique, l'OTAN, détenait les détroits. Elle expliquait à M. Poutine aujourd'hui qu'il ne faut pas tenir les détroits, il ne vous écoutera pas. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que Poutine voulait absolument récupérer la Crimée avec Sébastopol? Parce que Sébastopol, c'est le seul port permanent permettant de manière permanente à la flotte russe d'être opérationnelle sur le monde. Ce n'est pas depuis Saint-Pétersbourg ou Arkhangelsk, qui sont pris une partie de l'année par les glaces, qu'on peut développer une flotte 365 jours par an. Vous me direz, il y a Vladivostok sur le Pacifique, mais enfin, vous voyez le détour par rapport à Moscou. Ils ont impérativement besoin de Sébastopol, de la Crimée. C'est bien pour ça que dès 1853-1854, il y a eu une guerre de Crimée, où on a vu les Français et les Anglais s'allier pour empêcher les Russes de faire ça. Vous qui êtes Parisien, vous avez les stations de Crimée, vous avez le boulevard de Sébastopol, vous avez le zouave du pont d'Alma qui reflète les choses aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment une constante. Les Russes ont mis 120 ans à démanteler l'Empire ottoman pour avoir accès à la mer Noire et avoir un port en mer Noire. Donc vous comprenez que les enjeux sont tailles. Pourquoi la Russie est si impliquée dans la guerre en Syrie? Mais parce que depuis 1971, il y a des accords à l'époque entre l'Union soviétique et la Syrie pour un port syrien qui est le port de Tartous. Le port de Tartous en Syrie est le seul port de présence russe dans la Méditerranée orientale. La Russie, si elle veut être une puissance mondiale, a besoin de ces points d'appui. En Russie comme en Chine, ils n'ont que trop mesuré que ce qui a fait le succès de l'Occident, c'est la maîtrise des flux. Et pour maîtriser les flux, il faut maîtriser les détroits. Et donc, vous comprenez mieux pourquoi la Chine, aujourd'hui, est rentrée dans le Conseil de l'Arctique, pourquoi la Chine a fait pression sur Panama, quitte, si elle ne rentrait pas dans le Conseil de gestion de Panama, à creuser un canal au niveau du Nicaragua pour maîtriser les flux. On est dans un temps de chamboulement tout à fait étonnant. Pour montrer l'importance de la mer, quand on pense aux peuples d'Amérique précolombienne, d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, les deux peuples qui vont vous venir le plus rapidement
en mémoire, ce sont les Incas, les Aztèques. Pourquoi les Incas, les Aztèques, pas d'autres peuples, il y en avait d'autres? Parce que de toute la bande, c'était ceux qui étaient le plus en lien avec la connectivité, avec le commerce des obsidiennes notamment, donc dans une perspective de développement maritime. Alors on pourrait continuer. La Perse des Séfévides, en tournant entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, va perdre sa puissance. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas tournée vers la mer. Alors, est-ce qu'il y a eu quand même un contre-exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un contre-exemple d'un empire qui aurait pu perdurer sans avoir accès à la mer? Bien, très honnêtement, on s'est posé la question, on a eu un moment de doute sur l'empire mongol. L'empire mongol, ce n'est pas négligeable, il a duré quasiment un temps tout à fait conséquent, il ne s'est jamais appuyé sur la mer. Donc, ce n'est pas la mer pour ce qu'elle représente, c'est la mer pour ce qu'elle porte. C'est-à-dire qu'en fait, on a comparé les choses. Ce qui a permis à l'Empire mongol de durer, ce n'est pas des voltas de navires, ce n'est pas des caravanes de navires, ce sont des caravanes de chameaux. En fait, ce n'est pas la mer pour la mer qui permet de tenir. C'est que la mer, c'est la maîtrise des flux. Et quand vous induisez des flux, eh bien, vous êtes dans cette réussite parce qu'à travers le flux, bien évidemment, c'est le commerce. Alors, pour terminer sur cette première partie, je vous disais 3 grands résultats d'Océanie. Maintenant, ce n'est plus une intuition, mais une démonstration. Oui, en tout temps et en tout lieu, le fait de se tourner vers la mer permet de connaître des succès, un développement, un rayonnement, etc. C'est vrai pour l'Inde, c'est vrai pour le Japon, qui, en fonction des moments, se sont tournés ou ne se sont pas tournés vers la mer. Il y a eu 2 autres conclusions intéressantes. Ça a été d'abord de proposer une nouvelle structuration, segmentation de l'histoire universelle. Où que vous soyez de par le monde, l'histoire en université est divisée en 4 périodes. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la moderne, qu'on appelle la moderne, c'est pour 3 siècles, 16, 17, 18e siècle, et après la contemporaine. Eh bien ça, c'est complètement occidentalo-centré. Ah, ça colle parfaitement pour l'Occident, ça colle pas pour l'Asie, ça colle pas pour la Polynésie, ça colle pas pour les Amériques centrales et du Sud, ça colle pas pour l'Afrique. Et donc, à travers ces 264 chercheurs issus de 40 pays, on a proposé une nouvelle découpe de l'histoire universelle. Et vous allez voir que ce qu'on vit, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Il y a simplement 2 temps derrière nous. Il y a eu le temps des Méditerranées. Je dis bien des Méditerranées au pluriel. C'est-à-dire qu'on nous a beaucoup raconté en Occident, toutes les grandes civilisations sont nées autour de la Mare Nostrum, c'est-à-dire la mer Méditerranée. Bon, c'est très gentil, mais au même moment, autour d'une autre Méditerranée qui s'appelle la mer de Chine, il y a tout un tas de civilisations tout aussi intéressantes. Donc, le temps des Méditerranées, qui correspond en fait aux périodes antiques et médiévales, c'est-à-dire 2 épicentres qui communiquent pas beaucoup, sauf lorsque Rome ou de grandes entités comme ça le font. Donc le temps des Méditerranées, et puis il y a ce basculement géopolitique que je vous disais tout à l'heure, 1488-1492. Et là, c'est un basculement. On rentre dans le temps de l'Atlantique. Qu'est-ce qui provoque ce basculement du temps des Méditerranées vers le temps de l'Atlantique? Eh bien, c'est qu'en 1488, un Portugais du nom de Bartolomé Dias est le premier à doubler la pointe sud de l'Afrique. Eh bien, c'est la plus grande révolution géopolitique qui soit. Maintenant qu'on sait relier l'Atlantique à l'océan Indien, eh bien, on va aller chercher tous les épices, tous les parfums, c'est-à-dire tous les fruits du grand commerce, épices et parfums, qui viennent d'Indonésie. Depuis la plus haute antiquité gréco-romaine, ces épices et ces parfums arrivaient en Europe de caravane de chameaux en caravane de chameaux. Entre le point de départ et le point d'arrivée, il y avait entre 800 et 1200 intermédiaires. Ça passait de territoire en territoire, de caravane de chameaux en caravane de chameaux, jusqu'aux 2 grands ports qui étaient Beyrouth et Alexandrie. Et là, après les galères de Venise, de Pise, ramener tout ça en Europe. 800, 1200 intermédiaires. Maintenant, c'est fini. Ces épices et ces parfums, ça ne va plus arriver par voie terrestre, mais par voie maritime. Ce sont les armateurs atlantiques des pays occidentaux de l'arc atlantique qui, par leurs navires, vont doubler l'Afrique et aller chercher directement ces épices et ces parfums. C'est la fin du commerce équitable. Vous n'aurez plus entre 800 et 1200 intermédiaires, vous en aurez 100, 150. Les bénéfices vont exploser. Mais seule l'Europe occidentale va s'arroger tous les fruits du commerce mondial quand tous les autres pays vont rester en céphalogramme plat. Vous voyez, alors ça va être un siècle à se mettre en place. Mais vous voyez à quel point tout change à partir de cette découverte de 1488, 1492, découverte de l'Amérique. Ça renforce encore les flux atlantiques. Et donc, on rentre dans un second temps de l'histoire qui, à partir de, progressivement, de 1488 jusqu'à aujourd'hui, s'appelle le temps de l'Atlantique. On parle encore régulièrement aux actualités télévisées de l'Alliance Atlantique. Pourtant, ça fait une quinzaine d'années que ce temps est révolu. Nous rentrons et nous avons la chance, je reviens sur mon introduction, de vivre une période incroyable. Ça n'arrive pas tous les 4 matins. Pour la 3e fois dans l'histoire humaine, nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire. C'est votre responsabilité, c'est ce que vous portez.
ce n'est plus le temps, alors ce n'est pas le temps du Pacifique, ce n'est pas comme ça qu'on l'appelait, c'est le temps de l'océan mondial. C'est le temps de l'océan mondial, c'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une mondialisation à une globalisation. Alors ne croyez pas que je sois uniquement un obsédé de la mer en vous disant la mer explique tout, mais même si vous prenez l'immatériel, même si vous prenez tout ce qui est Internet, tout ce qui est Internet passe par des câbles à fibre optique qui passent sous la mer. Seuls les satellites servent à des fins militaires, donc on voit à quel point les choses vont directement dans cette perspective-là. Donc voilà, au niveau de la mer dans l'histoire, hein. La mer est la clé de l'histoire, et puisqu'elle est la clé de l'histoire, elle nous montre très clairement, faut-il qu'elle montre aux hommes politiques qu'il faut faire une vaste politique maritime si on veut rayonner demain. Et l'Occident, qui doit tous ses succès, si vous voulez, à ces flux, a tendance à oublier que c'est ça qui a été la dorsale de son succès. Et ceux qui ont été un peu les perdants, je pense à la Chine, je pense à la Russie, eux, ils ont compris parce que lorsqu'on se prend la peine de comprendre pourquoi on n'a pas bien réussi, on fait les efforts, qu'on corrige, et celui qui est toujours premier et qui ne se pose pas la question pourquoi il est toujours premier, à un moment donné, les choses peuvent se niveler. Donc c'est vrai que, attention à cette troisième partie, il faut que les États-Unis, la France, qui a le premier ex-aequo de domaine maritime, et l'Union européenne, ça se tourne vers la mer. C'est l'Union européenne. Pourquoi est-ce que de temps en temps, il y a une convergence concertée parfois entre les grands contre l'Union européenne? Parce que l'Union européenne aujourd'hui, c'est le plus grand domaine maritime. Certes, grâce à la France, mais au total, c'est 35 millions de kilomètres carrés, l'Union européenne. L'Union européenne, c'est l'ensemble politique qui a le plus grand linéaire de côtes. L'Union européenne, c'est l'ensemble politique, grâce à la Grèce et à Malte, qui a le plus grand nombre de navires. Donc, il y a du potentiel. Mais faut-il qu'il y ait une réelle politique maritime au niveau européen? Alors, deuxième partie, je vais faire un petit partage d'écran. Je voudrais vous montrer que la mer, c'est le rivage de notre avenir. Et pourquoi est-elle le rivage de notre avenir? Parce qu'elle contient la quasi-totalité des solutions. D'abord, je vous ai amené, pour faire cocorico, voilà la vraie carte de France. La vraie carte de France, il ne faut pas uniquement voir ça avec cette île de beauté qui s'appelle la Corse. Non, c'est tous les territoires de la nation française. Alors, bien sûr, on n'a pas respecté les points cardinaux. Ça va s'étendre sur un ensemble qui est beaucoup plus grand que l'Europe physique. Si vous prenez la seule Polynésie française, ça représente 5 millions de kilomètres carrés de domaine maritime. La Polynésie française s'étend sur un ensemble qui est plus grand que l'Europe politique, ça correspond à peu près à l'Europe physique. Vous voyez l'importance. Voilà comment il faut voir aujourd'hui nos différents pays, pas simplement à travers la métropole, mais tout ce qu'elle peut revêtir. Alors, en quoi est-ce que la mer peut nous aider? Vous allez voir qu'elle est vraiment l'élément stratégique de tout un tas de domaines. D'abord, je voudrais vous parler d'énergie. En quoi la mer peut-elle nous aider au niveau énergétique? Alors, je dirais, il y en a pour tous les goûts, hein. Si vous aimez le CO2, vous êtes jeune, donc j'espère que ce n'est pas votre cas quand même, le pétrole est issu de la décomposition d'algues. Donc, le pétrole, on en trouve au Sahara, parce qu'autrefois, le Sahara était recouvert par la mer, mais nous en avons des pleins au fond des mers. Ça, il n'y a pas de pénurie de pétrole. J'ai reçu récemment le PDG de Technip, qui est le leader européen de l'exploration pétrolière au niveau marin. Il me disait qu'il n'y en a plus que pour 35 ans de pétrole. Bon. Et de préciser immédiatement, ça fait 14 ans et 8 mois qu'il n'y en a plus que pour 35 ans. C'est-à-dire qu'on découvre autant de pétrole qu'on en consomme. Bon, ceci étant dit, le pétrole émet des émissions de CO2. Et si j'ai le temps, je vous dirais que la menace majeure qui pèse sur les océans, ce n'est pas les continents de plastique, ça montre l'ampleur de la pollution sur ces continents de plastique, c'est l'acidification des océans. Et les océans s'acidifient, pourquoi? Parce qu'ils nous rendent un service formidable. C'est qu'ils absorbent entre 30 à 40% de nos émissions de CO2, probablement entre quelques 37% de nos émissions de CO2. Mais depuis le temps qu'ils font ça, les océans s'acidifient, et c'est cette acidification qui est la plus menaçante. Vous connaissez l'importance des coraux, vous savez que ces coraux, ils blanchissent. Alors, ils blanchissent, parce que les océans, je dirais, se réchauffent, mais aussi parce qu'ils s'acidifient. Vous vous souvenez de vos cours de physique, de l'acide sur la craie, c'est quelque chose qui est très négatif. Donc, en quoi la mer, pour ne pas tomber dans les émissions de CO2, la mer nous dit clairement arrêtez d'émettre autant de ces émissions de CO2. Non pas que la mer va mourir, c'est l'homme et la vie qui risquent d'avoir quelques problèmes. La planète a déjà vécu à 362 degrés, je vous rassure. Donc, il faut bien remettre l'homme en perspective. Je suis environnementaliste, je suis en France un peu, je travaille depuis très longtemps avec Nicolas Hulot. Ce n'est pas uniquement par amour des petits poissons, c'est que c'est par amour de l'humain, parce que c'est l'homme et les abeilles qui sont en quelque sorte les plus fragilisés dans le système. Alors, en quoi la mer peut-elle nous aider au niveau énergétique, sans aller vers plus d'émissions de CO2? Bien, vous avez bien sûr les éoliennes. Alors, c'est vrai que c'est très tendance. On met de plus en plus d'éoliennes en mer parce qu'on en veut de moins en moins à terre.
Pour l'instant, on a des éoliennes qui sont plantées, donc on n'est pas très loin du rivage. Et c'est vrai que ça fonctionne. Hein. La plus grande parc d'éoliennes au monde, c'est en Angleterre, au large de la Tamise. 341 éoliennes qui s'égrènent sur 232 km², parce que là, c'est un dessin, on ne les met pas côte à côte, parce qu'on m'a expliqué, je ne suis pas physicien, mais que le vent est déformé dans le passage dans une éolienne. Et il faut qu'il ait le temps, la distance plutôt, de se reformer afin d'impacter de manière optimale une autre éolienne. Donc oui, il y a les éoliennes. Mais je crois beaucoup plus à ce que vous avez là, c'est-à-dire des éoliennes flottantes. L'avantage de l'éolienne flottante, d'abord, en cas de difficulté ou en cas d'entretien, c'est plus facile avec un remorqueur que vous avez là de ramener ça à terre, parce que, comme disent tous les grands marins, il faut être humble face à la mer. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, l'avantage, c'est que ça permet de mieux les orienter face au vent de demi-temps. Autre avantage, ça permet d'être plus loin, effectivement, de la terre, donc moins visible, parce que de plus en plus de personnes estiment que tout le monde est pour les éoliennes en mer, mais à condition que ça soit devant chez le voisin et pas devant chez soi. Donc là, on a quelque chose qui est bien, mais je ne vous cache pas, je crois beaucoup plus à ça. Ça, ce sont des hydroliennes. On est sous l'eau. C'est rentable déjà en l'état actuel des choses si vous avez un courant égal ou supérieur à 2 mètres secondes. Dès que vous avez un goulot d'étranglement, je pense à la Manche que les Anglais appellent l'English Channel, bah là, vous avez du 5 mètres secondes par moment. Et donc, quel est l'avantage du système? C'est que comparé à l'éolienne, vous avez quelque chose qui est prédictible. L'éolienne, si vous n'avez pas de vent, ça pose problème. Le solaire, si vous n'avez pas de soleil, ça pose problème. Et donc, les différentes compagnies électriques dans les différents pays limitent la part des énergies renouvelables aujourd'hui, parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas stocker ou alors à un prix fou l'énergie, et donc il faut alimenter en permanence les réseaux. Et donc, vous comprenez bien qu'il faut que ça soit prédictible. Ça, c'est prédictible, l'hydrolienne. Vous savez à quel moment il y a un éventuel renversement de marée. Alors, on a fait les tests. Est-ce que ça peut générer des vibrations pouvant endommager la faune et la flore? Non. Est-ce que c'est quelque chose, parce que l'idée, c'est de mettre des grappes de 200 dès qu'il y a un goulot d'étranglement? Non, ce n'est pas ça qui va stopper les courants. Bien sûr, vous n'allez pas chaluter ni pêcher dans la zone, mais les pêcheurs ne sont pas si bloqués que ça, parce que là, vous avez ça sur une tubulure en fonte de fer, mais on peut mettre ça sur des tas en béton, des blocs de béton. On ne va pas pêcher là, mais le poisson qui est curieux va venir coloniser. Et dans un temps 2, on sait, les pêcheurs savent qu'il y aura plus de poissons en périphérie. Donc ça, c'est quelque chose qui est promis à un bel avenir. Les hydroliennes, ne l'oubliez pas. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'énergie thermique des mers, qu'on abrège en français par ETM. C'est quoi l'énergie thermique des mers? Là, mon schéma sera plus explicite. C'est jouer sur le différentiel de température entre les eaux de surface et les eaux profondes. En gros, quand vous avez 20% de 20 degrés d'écart entre l'eau profonde et l'eau de surface, c'est un peu comme un système de pompe à chaleur, un mouvement qui peut se traduire en énergie. Ça fait rêver quand même. On en est vraiment déjà très avancé. Ça veut dire que demain, la mer va nous donner l'énergie, et de l'énergie permettant de dessaler sa propre eau. Rappelez-vous, vous étiez jeune pour beaucoup d'entre vous, mais pas né peut-être, quand on a changé de millénaire, l'ONU avait publié un rapport en disant qu'il y a 300 conflits potentiels liés au manque d'eau douce. Alors, c'est vrai qu'il y a ces conflits potentiels, mais le défi, ce n'est pas le manque d'eau, c'est un défi énergétique. C'est vrai que les eaux douces, elles représentent seulement que 2,5% des eaux de la planète. Les 97,5% restants, c'est les eaux de mer, mais qui est en plus très, très mal répartie. Non, le débat, ce n'est pas tellement la question du manque d'eau douce, c'est aurons-nous suffisamment d'énergie pour dessaler l'eau de mer? Et là, vous voyez que de ce point de vue, que l'énergie thermique des mers, qui prend place plus naturellement dans le sud, dans l'hémisphère sud, dans les îles, dans les zones tropicales, parce qu'il faut une température, si vous voulez, en surface, si vous voulez, conséquente, eh bien, c'est là où, en plus, les supertankers ne pourront pas aller parce qu'on n'a pas une population suffisamment nombreuse. Vous voyez que la mer va être en mesure de nous apporter des choses. On n'est pas loin d'optimiser. Qu'est-ce qu'il faut? Ça marche. Pour que ça marche de manière parfaitement rentable, il faudrait des tuyaux qui descendent quand même à 1 km de profondeur, des tuyaux supérieurs à 15 mètres de diamètre. Aujourd'hui, on ne sait pas faire des tuyaux de plus de 15 mètres de diamètre, c'est-à-dire que si on veut que ça soit davantage rentable, il faut davantage de brassement d'eau, donc des tuyaux plus larges. Mais attention, des tuyaux plus larges, solides, souples et qui ne pèsent pas trop lourd. Donc, vous voyez, c'est complexe. Vous voyez, il suffit que, peu importe l'endroit, on invente un nouveau type de matériau qui permette d'avoir des tuyaux plus larges et ça va tout à fait révolutionner les choses. Je crois beaucoup à la tuyauterie. Je vous fais un petit coup de… Là, je vous ai amené, ça se passe en Polynésie française, c'est le premier SWAC, c'est le premier climatiseur qui utilise de l'eau profonde. Dans les régions tropicales,
la climatisation, c'est 70% des dépenses électriques. Vous avez un gros tuyau ici qui va chercher l'eau à 927 mètres de profondeur, c'est 4 degrés. Tout est fait en double. Pourquoi? Parce que ça ne coûte pas très cher, donc la personne a tout fait en double. Vous avez une petite pompe, une autre que j'ai loupée ici, qui aspire l'eau de mer, qui va passer ici dans 2 millefeuilles parce que le système est double. Chaque millefeuille est composé d'échangeurs, c'est-à-dire de plaques qui vont mettre en corrélation l'eau salée à 4 degrés avec un système d'eau douce, et ça va aboutir à un système de climatisation. Ça a été amorti très rapidement, le système est double, et aujourd'hui, dans la plupart de ces zones-là, le tout, c'est que vous ayez tout de suite, vous soyez en bordure de mer et que vous ayez tout de suite des profondeurs. Toutes les grandes surfaces, tous les hôpitaux, tous les grands hôtels, aujourd'hui, fonctionnent avec ce genre de choses. Les Américains sont dans la région, sur l'île d'Hawaï, sont même persuadés que l'eau froide des profondeurs peut révolutionner l'agriculture. D'abord, si vous enfouissez en serpentin des tuyaux dans le sol, sur le littoral, et que vous fassiez passer cette eau de mer à 4 degrés, 5 degrés, vous allez créer de l'eau. Par condensation, le différentiel thermique va créer de l'eau à la hauteur de ces tuyaux, une eau douce bien évidemment, qui vont arroser des cultures qui ne pouvaient pas exister. Et vous n'avez même pas besoin de manœuvre pour répartir les choses. Vous voyez, il y a tout un tas d'éléments. Certains se disent aussi, mais en jouant comme ça sur l'eau que je fais passer dans ma tuyauterie, je vais pouvoir jouer sur la température de mon sol, et ainsi faisant, je pourrais ou avancer ou retarder, ça dépend du sens que vous voulez, mes récoltes. Oui, il y a tout un tas de process. Bon, j'avance rapidement sur l'énergie. Ça, sur les vieux procédés, ces systèmes Pélamis, là, c'est un dessin, vous l'avez en vrai. Bon, on est en surface, la mer va cajoler en quelque sorte ces grands boudins, donc un mouvement vous reproduisez en énergie. Bon, on a ce procédé qui est sous l'eau, parce que lorsqu'on passe à Pélamis, on prend les matériaux les plus costauds, mais enfin, c'est une partie de box 24 heures sur 24. Donc, sous l'eau, on a ce système-là, des ballons qui vont monter et qui descendent, c'est à peu près 16 mètres de diamètre, et donc un mouvement qui va être ressenti ici sur la partie jaune. Voilà, donc vous avez plein de petits ballons, et tout ça finit par créer effectivement de l'énergie. Pour terminer là-dessus, je vous ai amené un… Alors, ne vous affolez pas, il ne s'agit pas de faire ça sur l'ensemble du territoire marin, sur 361 millions de kilomètres carrés, mais vous savez, ces terres rares, les terres rares, c'est ces 17 métaux stratégiques qui portent des noms compliqués. Aujourd'hui, la Chine exporte 92% des terres rares mondiales. Et on savait bien depuis très longtemps que le président chinois finirait par baisser progressivement ses exportations. Donc, on s'excite depuis quelques années et on a trouvé sous la mer, dans des endroits très précis, des zones d'induction, de subduction de plaques, des zones où il y a des terres rares. Par exemple, la deuxième réserve mondiale de terres rares, c'est le Groenland. La troisième réserve mondiale de terres rares, c'est la France avec l'archipel de la Société. Et donc, aujourd'hui, on peut, à 2-3 km de profondeur, je ne sais pas de faire ça partout, mais aller chercher ces terres rares. Donc, on voit que la mer contient la quasi-totalité des solutions. Donc, oui, la mer, c'est notre avenir au niveau énergétique, et pas simplement en allant chercher ce qu'elle a fabriqué, à savoir le pétrole, mais elle peut nous donner un coup de pouce extraordinaire au niveau des EMR. La Chine, aujourd'hui, qui veut créer à l'horizon 2040 des villes à énergie positive, pas un bâtiment, mais des villes à énergie positive, ben, c'est souvent des villes qu'elle veut construire, comme au large de Shanghai, sur cette ville de Dongtan, sur une île, parce qu'on pourra avoir les deux grands apports aujourd'hui en lumière, qui sera, enfin en énergie, qui sera la lumière solaire, et toutes les énergies marines, ce qu'on appelle les EMR en France. Deuxième secteur, en quoi la mer peut nous aider sous l'angle de l'alimentation, qui est aussi un secteur conséquent. C'est d'où la question de la pêche. Et ça m'amène, je vais répondre à des questions, parce qu'il faut quand même que j'avance un petit peu. L'aquaculture, c'est quelque chose, c'est le secteur, tout secteur confondu, qui s'est le plus développé ces 20 dernières années. Aujourd'hui, plus de 80% de la production aquacole s'opère en Asie. Alors, est-ce que c'est une solution? Pas totalement à l'état actuel des choses. Pourquoi? Parce que pour avoir 1 kg de poisson noble qui sera commercialement rentable à vendre, il vous faut 2 à 5 kg de poisson farine. Donc, vous voyez bien qu'en termes macroéconomiques, il y a un goulot d'étranglement. Mais si on s'intéresse aux poissons herbivores, alors je ne suis pas sûr que ça mette en appétit les gastronomes les plus poussés parmi vous, mais le poisson herbivore, pour peu qu'il y ait une petite sauce magique, imaginez bien qu'une grande partie de la population mondiale en a ras-le-bol du riz, du soja, et veut une diversité protéinique. Ce ne sera pas la vache. J'avais fait il y a fort longtemps, quand j'avais un éditorial sur une grande radio française, j'avais fait fait faire une étude plutôt en expliquant le McDo étant un critère de développement. Vous avez aujourd'hui 1,2 milliard de vaches.
sur la base de la croissance démographique, la volonté de se diversifier en termes de protéines, il faudra en 2030 à peu près 1,8 milliard de vaches. Vous ne mettrez pas 1,8 milliard de vaches, vous faites faire péter la planète. Sans compter que pour avoir une vache, il faut des prairies. Pour avoir des prairies, il faut de l'eau. Donc, on voit que c'est compliqué tout ça. Eh bien, c'est évident que les poissons herbivores constituent quelque chose d'extraordinaire et il y a énormément de choses à faire là-dessus. Bien évidemment, quand on parle des poissons herbivores, je pense aussi aux algues. S'il y a un secteur qui est promis un formidable avenir, c'est le domaine des algues. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose en termes protéiniques qui est tout à fait remarquable. Si vous prenez les algues les plus fréquentes dans le monde, ce sont les roficées. Les roficées ont jusqu'à 67% de protéines sur pois sec. Donc on voit tout ce que l'on peut faire. On pourrait, si l'on voulait s'en donner la peine, il y a 2 ou 3 ONG suisses qui travaillent là-dessus, éradiquer la malnutrition. C'est-à-dire le fait d'être mal nourri les 9 premiers mois de sa vie qui font que l'on va développer tout au long de sa vie des maladies de carence. C'est quand même 1 enfant sur 3 en Afrique, 1 sur 5 en Asie qui souffre de malnutrition. Eh bien, avec la spiruline, qui est une algue à la fois d'eau douce et d'eau marine, vous pourriez sans problème régler le problème. Donc les algues, c'est extraordinaire. Je crois aux algues pour tout, sauf pour une chose, les algocarburants. Oui, les algues, par définition, en activant le processus, vous faites du carburant, mais encore une fois, c'est du CO2, donc il vaut mieux prospérer. Donc vous voyez, sous l'angle alimentaire, la mer peut nous apporter quand même un certain nombre de choses intéressantes. La pêche, il faut maintenir, mais développer cette aquaculture de poissons herbivores, développer l'utilisation d'algues, sans compter que l'algue, et je passe à mon 3e secteur stratégique, la santé, l'algue offre des perspectives tout à fait étonnantes dans la lutte contre certaines maladies graves, à commencer par les cancers, et des études tout à fait intéressantes sur les Asiatiques, les Japonaises notamment, par rapport à la consommation traditionnelle d'algues. Sur le plan de la santé, la mer, on en a parlé avec le Covid-19, est vraiment la base, je dirais, d'un optimisme foncier. Pourquoi? Parce que, aussi magnifique que vous êtes ici, derrière vos tables, on est tous des poissons desséchés. On sait en toute certitude depuis la fin des années 90 que l'origine de la vie, elle procède de la mer. On a découvert dans les années 96 ce qu'on appelle des sources hydrothermales. C'est des sources hydrothermales, en gros, vous partez d'Islande, vous avez plein sud, vous avez toute une chaîne voltaïque qui sépare l'Atlantique, des volcans en activité d'où vont sortir de la lave, et c'est cette lave qui, en se solidifiant, va pousser des 2 côtés. C'est pour ça que l'Europe se sépare de l'Amérique du Nord de quelques centimètres et que ça s'ouvre encore plus au sud entre l'Afrique et les Amériques centrales et du Sud. Eh bien, sur ces flancs, à 2-3 km de profondeur, on a découvert de nouvelles formes de vie. Non pas comme nous, humains, plantes ou animaux, par photosynthèse, par apport de la lumière solaire, mais par chimiosynthèse, par l'apport de ces sulfures qui remontent de ces volcans. Et ça ouvre des perspectives incroyables. Pour montrer à quel point ce n'est pas un rêve d'un optimiste, mais non, c'est déjà une réalité. Le premier traitement de lutte contre le sida, l'AZT, émane du hareng. Une anémone de mer que vous avez sous les yeux là, on est en train dans la phase finale pour en faire des antidouleurs qui auront plus d'effets que la morphine sans avoir les mêmes effets secondaires. On travaille au dernier pointage sur 27 champignons marins dans la lutte contre le cancer. Je vous ai apporté non pas un ver de terre, mais un ver de mer. C'est un animal marin qui vit dans la mer, qui est à ce jour l'animal connu qui a le sang, l'hémoglobine la plus proche de l'hémoglobine humaine. Ça a donné naissance à une société qui s'appelle Evarinade, qui sert dans le transport d'organes, etc. On en a parlé à propos du Covid parce que ça facilite les questions d'oxygénation. Bon, je vous ai apporté une méduse, mais il y a 2 types de méduses qui ont des yeux très proches des yeux humains. On envisage de faire des greffes de cornée à partir de ça. Bon, je vous passe rapidement sur un monsieur qui est un peu spécial, qui est le docteur Quinton, c'est avant la Première Guerre mondiale, qui, je ne sais pas s'il s'ennuyait, il a vidé tout son sang à son chien jusqu'à sa dernière goutte. Et il lui a mis en même plan, il lui a inoculé, il lui a mis au même moment la même quantité d'eau de mer. Il nous écrit le chien était fortement battu, mais enfin ça, chacun en conviendra. Mais le chien a parfaitement survécu et ça a donné naissance jusqu'à aujourd'hui au quinton hypertonique, à tout un tas de solutions marines, si vous voulez, qui aident bien les choses. Donc voilà, dans tout un tas de secteurs anti-acné, si vous voulez, anti-tumoral, etc., la mer peut tout à fait nous aider dans tout un tas d'éléments. Et ce que je voudrais vous dire pour montrer à quel point elle est source d'espoir. La mer, c'est 80% de la biodiversité terrestre. Je répète parce que je voudrais insister un petit peu. La mer, c'est 80% de la biodiversité terrestre. Alors, je me suis rendu compte que ça ne choque pas, ou plutôt ça ne surprend pas. Parce qu'il suffit, je vous ai dit, avant que la mer, c'est 72% de la surface du globe.
oh, on se dit on est à peu près dans le même paquet, hein, 72, 80. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est que l'eau de mer est beaucoup plus ancienne que les terres émergées. Et c'est pour ça qu'elle a une biodiversité beaucoup plus conséquente. Je vais vous en faire la démonstration, c'est très facile avec les végétaux. En mer, parce que la vie en mer, l'eau de mer est beaucoup plus ancienne, vous avez 3 règnes végétaux. Le premier, le plus ancien, le vert, et puis à un moment donné, à partir du vert, ne me demandez pas quand, c'est développé le rouge, le vert continue, le rouge continue, et à partir du rouge, c'est développé l'ocre qu'on appelle aussi le brun. Donc aujourd'hui, 3 règnes végétaux en mer, un seul sur Terre, le vert. Et quand c'est l'automne, notamment, et c'est magnifique au Canada ou aux États-Unis, quand c'est l'été indien, comme on dit, et que votre prunus il devient tout rouge ou tout marron ou tout ocre, non, non, c'est pas qu'il y a un autre règne végétal, c'est la dépigmentation du vert, mais il n'y a sur Terre qu'un seul règne végétal. Donc, vous voyez, si la mer, c'est 80% de la biodiversité terrestre, ce n'est pas en rapport avec sa superficie, c'est parce que la vie a été menée beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, de ce point de vue, il y a énormément à chercher, à découvrir. Et c'est là où la pollution, c'est un non-sens. Bon, c'est un scandale écologique, tout le monde est d'accord. Bon, il y a quasiment plus de dingue aujourd'hui qui diraient le contraire. Mais ce qu'on ne mesure pas encore, c'est qu'en même temps, c'est un non-sens économique. C'est détruire une faune et une flore dont on considère qu'on ne connaît pas au niveau de la microbiologie plus de 2 à 3%. Quand j'ai commencé il y a très longtemps à me passionner pour la mer, à l'époque, ça remonte il y a longtemps, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Bon. Aujourd'hui, on n'en est plus là avec le développement de ce qu'on appelle la métagénomie, qui consiste à faire le séquençage, non pas de gènes isolés, mais croisés. Les biologistes marins considèrent qu'on ne connaît pas plus de 2 à 3% de la microbiologie marine. Donc, vous voyez, le potentiel, on n'est pas dans un monde fini, on est dans un monde plein d'espoir, mais il faut s'y mettre, il faut s'y atteler, et il y a beaucoup à faire. Alors, passons un peu à la construction navale. Là, pour vous faire sourire, je vous ai amené le Titanic 2. C'est un bateau qui est censé être fait dans les Émirats à partir de capitaux australiens, et c'est la copie conforme de Titanic 1, la vedette de l'année 1912. C'est la copie conforme, je vous le disais, bon, il y a quand même beaucoup plus de canaux de sauvetage, bon, et c'est un bateau qui va se faire. Alors là, il est possible que le Covid ait donné quelques coups d'arrêt, mais la croisière explose depuis 10 ans. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Pendant que vous visitez 80 quarts les choses, eh bien, on en profite, l'équipage en profite pour acheter ce qu'il y a de moins cher, ici le pétrole, les choux, les navets, donc la croisière explose, et voilà, différents bateaux qui sont dans les cartons, ça c'est le France numéro 7, le dernier ayant été le France numéro 6, bon, c'est beaucoup plus beau, vous voyez, de dos, mais on va aussi aller vers ce genre de choses. Ça, c'est l'île AZ, A comme Alstom, Z comme Zopidi, Zopidi étant l'architecte naval, bon, c'est un bateau, je vous le présente, qui faisait 400 mètres de long, 300 mètres de large. Bien sûr, il ne rentre pas dans un port, mais là, vous avez quasiment 2 gares maritimes pour amener et sortir les passagers. Là, vous avez une rue intérieure. Donc, vous voyez, c'est conséquent. Bon, j'essaye de vous le vendre. Je ne dis pas que c'est aux vacances de rêve, mais vous avez 17 étages. Donc, si vous aimez le vélo, tout sur du plat, tout en montée si vous avez des prétentions au niveau des mollets, ou tout en descente. Vous aimez le lagon, un lagon d'1,5 hectare. Bien sûr, c'est recouvert, il n'y a pas de souci. En termes de sécurité, si jamais il y a un incendie, c'est un pan entier qui va se mettre sur le côté. Et si ce n'est pas votre jour de chance et que votre pan, maintenant, va se mettre à naufrager, là, vous avez des bonnes vieilles chaloupes à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je crois à ça ? Personnel, navigant et hôtelier. Le seul personnel navigant hôtelier, 3250 personnes, 11 000 passagers, le tout 15 000 personnes. C'est la contenance de 5 paquebots pour le coût de 2 à 3 paquebots et demi. Il y a combien d'événements internationaux ? Je dis n'importe quoi. La Coupe du monde de rugby en Afrique du Sud. On va construire des hôtels pour ça, dont on va louer les chambres plein pot pendant l'événement sportif et un petit peu après. Mais une fois passé l'événement sportif, on n'aura parfois même pas les moyens d'entretenir l'établissement. Mais il ne faut pas être peint. Il faut faire venir 2 ou 3 îles flottantes. Et puis après, vous avez les JO à Los Angeles. Vous en amenez 2 ou 3 autres. Et puis vous voulez visiter l'Inde. Bon, ça évite de construire des infrastructures qui ne sont pas toujours adaptées, et puis c'est plus la mauvaise saison, vous pouvez faire partir. Encore une fois, ce n'est pas une île flottante, c'est le rêve de Jules Verne, c'est l'île à Hélice, c'est-à-dire que ça avance, bien évidemment. Je continue un peu, alors ça c'est bon de me faire pardonner, plus propre que ça n'en trouve pas. Il y a plein de petits malins aujourd'hui, je pense en Australie, vu qu'on est de plus en plus concentré sur le littoral, bien sûr qu'il est sur le littoral, on veut voir la mer. Mais enfin, vu qu'on est de plus en plus concentré sur le littoral, les prix flambent, il n'y a pas toujours, même quand on a les moyens, de quoi trouver le produit de ses rêves. Il y a plein de petits malins qui finissent par se dire, je vais acheter un anneau au port, je vais vivre dans le port, comme ça je serai au bord de la mer, et en plus, si ce week-end il fait beau, je sortirai. Donc on va vers des habitations
qui seront de plus en plus marines. On ne sortira pas beaucoup, mais on sortira quand même un peu. Là, c'est uniquement pour vous montrer pourquoi aujourd'hui le commerce mondial est basé sur le maritime. Parce que c'est le mode de transport le moins cher. Par tonne transportée, c'est le moins cher. Pour une raison très simple, c'est que le frottement d'une coque sur l'eau suppose infiniment moins de débours énergétiques, si vous voulez, que le frottement d'une roue de brouette sur le macadam. Là, ce n'est pas le plus gros conteneur au monde. Le plus gros conteneur au monde, c'est 22 000 ou 24 000 conteneurs. Là, c'est un porte-conteneur gros, mais pas le plus gros, loin s'en faut, de 16 020 conteneurs. Ça fait 97 km de camions bout à bout, ou si vous tenez compte de l'espacement obligatoire entre deux camions, ça vous ferait 324 km. Si bien que ça mène à réfléchir. Hein. On veut tout produire à proximité. Mais aujourd'hui, on peut considérer qu'Anvers ou que Rotterdam, qui est le premier port non asiatique au monde, que Rotterdam aux Pays-Bas, si vous voulez, c'est un port qui est presque plus rapproché de Shanghai que Rotterdam n'est proche de la France. Pourquoi? Ce qui coûte cher et ce qui provoque plus d'empreintes écologiques, c'est lorsqu'il faut, avec 8000 camions, débarquer tout ça. Donc, on voit qu'il y a toute une réflexion à avoir. Je vous ai amené, c'est à Singapour, le premier stade flottant de l'histoire de l'humanité. Bon, celui-là, il commence à être un peu ringard. Je vous ai amené un projet d'autres stades flottants. Alors là, il est taqué. Mais on peut imaginer envoyer, louer, prêter ce genre de choses à tel continent, tel pays qui veut organiser des jeux, des activités sportives chez lui. Donc, vous voyez, on va vers une évolution. Là, je vous ai amené une photo de Monaco. Alors, à Monaco, ils ont fait beaucoup de choses. D'abord, ils ont élargi cette digue que vous voyez là pour permettre l'arrivée de gros paquebots. Cette digue, elle touche le fond. Il y a plusieurs étages de parking. Et puis, le prince Albert II a lancé, il y a quelques années, la création d'un éco-quartier. Pour ceux qui se croyaient en première ligne et définitivement en première ligne vont être déçus parce que vous avez un quartier flottant. Alors, je ne dis pas que c'est écolo, mais Albert II est quand même l'arrière-petit-fils d'Albert I, qui est le père, l'arrière-grand-père plutôt de l'océanographie. Donc, il y a quand même des trous ici, vous voyez, pour faire passer la photosynthèse. On compense ça par une réserve de l'air photo. Et vous allez avoir développement de ce genre de choses. Qui se lance là-dedans? C'est le premier groupe français, c'est Bouygues. Ce n'est pas les producteurs de navires, de voiliers, etc., type Jeannot, Beneteau. On voit que les géants du BTP au niveau mondial aujourd'hui commencent à construire sur la mer. On voit que dans la construction, on va utiliser de plus en plus les algues, qui servent de formidables isolants. Et puis, encore une fois, il faut trouver des produits de substitution au granulat et au sable. On commence à utiliser aussi les algues pour certaines protections, pour les vitres également. Alors, on ne voit pas la vie en verre pour autant. Il semblerait que de l'intérieur, vous voyez normalement. Voilà, je continue, ce sont des process allemands. Là, on va tomber dans le déraisonnable, mais au cas où un jour, il y a des taxes carbone, etc., c'est dans les cartons. Je ne dis pas que ça se fera, je ne dis pas que c'est réaliste, mais c'est dans les cartons. Vous pensez notamment, et vous avez raison, aux îles Kiribati, vous savez, ces îles qui, lors des grandes marées, les grands coefficients de marée haute sont submergés, ou risquent d'être submergés à moyen terme. Eh bien, s'il y a une communauté internationale, on envisage peut-être de porter une partie de ces îles. À marée basse, ils pourront toujours aller sur leurs îles, mais peut-être pour leur permettre de vivre sur place, de faire ce genre de grandes infrastructures. Donc oui, pensez à la mer de plus en plus. On va creuser dessus. C'est un autre projet, toujours pour les îles Kiribati. Alors, on n'a pas mis ces espèces de brindilles pour faire chic. Hein. C'est qu'en fait, chacune de ces brindilles, c'est une éolienne. Hein, qui, en tournant, il n'y a pas besoin d'être en forme d'hélice, qui, en tournant, est censé produire quelque chose d'énergie positive. Pour le troisième projet qui tient la corde, c'est plutôt celui-là, ce n'est pas le plus réussi, mais enfin, c'est peut-être le projet qui est peut-être le moins beau des trois, mais peut-être le plus réaliste, c'est celui-ci, c'est-à-dire de grands îles flottantes, 3 km, vous voyez, quand même de large, portant de la terre, permettant aux Kiribati ou d'autres peuples de pouvoir vivre là-dessus. Donc, vous voyez, il y a ça dans les cartons. Aujourd'hui, la mer monte sur nous, il faut se protéger, et on monte aussi, bien évidemment, par le fait même de faire la mer. Ça, c'est un clin d'œil à un monsieur formidable qui va bientôt venir vous parler, Jacques Rougerie, qui est un formidable vaisseau pour le 21e siècle, qui s'appelle le projet Sea Orbiter. 1/3 est hors de l'eau, 2/3 sous l'eau, donc il n'y a pas de problème de pression, de décompression, qui permet, d'observer en permanence les courants, hein, données précieuses, et en plus d'être un formidable instrument d'observation du milieu marin. Donc, vous voyez, pour terminer cette deuxième partie, la mer, dans tous les secteurs stratégiques, qu'il s'agisse de l'énergie, de l'alimentation, qui n'est pas négligeable, de la santé, du bien-être, oui, je crois au spa et au thalasso, et surtout avec une eau qu'on irait chercher à plus de 500 mètres de profondeur, parce que celle-ci, elle sera dénuée de toute trace de pollution, et en plus, c'est elle qu'il nous faut aller chercher si on veut utiliser le SWAC, etc. La mer au niveau de la construction, etc., au niveau du tourisme, bien évidemment,
elle contient probablement la plupart des secteurs qui vont exploser demain et qui vont un petit peu booster l'économie. Alors, troisième et dernière partie, un élément sur la géopolitique. Je vous ai amené là une nouvelle Méditerranée, en quelque sorte. C'est bien sûr l'Arctique, le pôle Nord, c'est une carte politique. Vous avez les différents États qui sont autour, États-Unis, Canada, Danemark, Norvège, Russie. Quand vous avez un trait-plein entre deux pays, c'est qu'il y a un accord de part et d'autre. Alors, ça coince un peu plus là. Bon, il n'y a pas de guerre en vue, je vous rassure, entre le Danemark et la Norvège, pas plus qu'entre la Norvège et la Russie, mais c'est quand même plus chaud entre la Norvège et la Russie, à tel point qu'on ne peut pas montrer ces cartes sans indiquer en même temps les zones qui sont contestées. Voilà. Là, vous voyez que c'est une carte occidentale, parce que s'il s'était agi d'une carte russe, les pointillés les auraient fait passer ici. Vous remarquerez que la Russie n'a jamais que 47% de l'Arctique, qui est absolument considérable. Et c'est ce qui fait que la Russie est un pays en devenir. Ce n'est pas la puissance économique actuelle de la Russie. Sans être le moins président du monde, le PIB de la Russie aujourd'hui est entre celui de l'Espagne et de l'Italie. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas ce qu'on imagine lorsqu'on parle de la Russie. Mais la Russie a ce potentiel incroyable d'avoir 47% d'Arctique, et je vais y venir. Pourquoi il y a ces deux zones incriminées? Celle-ci, mais ils demandent ça pour avoir ça. Louchez là, je passe à la diapositive suivante. Là, vous avez, vous voyez, on est ici, vous avez quand même pas mal de flaques de pétrole. Donc voilà pourquoi la Russie veut absolument ça. Surtout, ça nous amène à la grande révolution d'aujourd'hui, qui sont les passages du Nord. Deux routes possibles. Si vous voulez aller de la façade est des États-Unis ou de l'Europe, en mer de Chine, au Japon, etc., ou le passage du Nord-Ouest, en longeant le Canada et en sortant par Bering, ou le passage du Nord-Est, bien sûr, en longeant la Sibérie. Alors, ces routes, si vous voulez, elles existent déjà. Cet hiver, c'est le 8e hiver consécutif que des méthaniers, c'est-à-dire des bâtiments qui transportent du gaz, vont de Norvège au Japon. Si je vous dis que la société s'appelle Gazprom, vous avez vite compris qu'ils vont passer par le passage du Nord-Est. Donc, c'est déjà une réalité. Alors, je ne dis pas grâce, je dis plutôt à cause du réchauffement climatique. Vous pouvez, à cause du réchauffement climatique, emprunter entre 30 à 55 jours par an, libre de glace, ces passages. Ou 365 jours par an si vous êtes affublé de brise-glace, et la Russie notamment a un certain nombre de brise-glace nucléaires. Alors, ces routes, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va tout changer. Quels sont les avantages? Si vous voulez aller d'Europe ou des États-Unis en Asie, il y a deux routes possibles aujourd'hui. On peut toujours prendre excusez-moi, le cap de Bonne-Espérance ou le cap Horn. Enfin, personne ne fait ça parce que c'est trop loin. Ou vous passez par le canal de Suez, et ça vous fait 21 000 km. Ou vous passez par le canal de Panama, et ça vous fait 23 000 km. Ou vous prenez l'une de ces deux routes, et ça vous fait 15 700 km. C'est-à-dire, ça vous fait 30% de kilomètres en moins. Deuxième avantage, ce n'est pas 30% de temps gagné, c'est même jusqu'à 40% de temps gagné, parce que vous n'avez pas de formalité administrative pour emprunter ou débouquer un canal, vous n'avez pas de manœuvre nautique à faire, donc vous gagnez jusqu'à 40% en temps. Troisième avantage, aucun problème de tirant d'eau, même si ça semble étroit ici, ça vous pouvez en faire passer de front des îles flottantes. C'est vrai qu'on a doublé, on en a pas assez parlé, le canal de Panama a été complètement refait, bon, mais ça limite quand même encore les choses, ça met davantage sous pression concurrentielle, bien sûr, le canal de Suez, si bien qu'en principe, l'année prochaine, à Suez, ils vont recommencer à faire des travaux pour augmenter le tirant possible, mais là, il n'y a aucun problème. Et quatrième avantage, à moins que les Inuits sombrent dans le terrorisme international, qui n'est pas une donnée sur laquelle on dégage beaucoup de crédit, ces deux routes seraient fiables. Quand je vous ai dit ça, je vous ai tout dit, mais je vous ai surtout rien dit. C'est quoi la révolution géopolitique? Ce n'est pas ces routes, les économies qui ne sont pas négligeables. 30% en distance, 40% en temps, c'est plus sécure, il n'y a pas de problème de tirant d'eau. C'est que vous avez trois zones très riches dans la planète dont on aura besoin. Alors, je ne suis pas un fan de l'exploitation de tous azimuts, mais il faudra faire les choses en permettant à la fois de vivre sans pour autant être dans la nature. Il y a trois zones qui sont les plus riches de la planète qui ne sont pas utilisées, qu'il faudrait utiliser avec modération. La première, ça s'appelle le Brésil. Il ne s'agit pas de toucher effectivement l'Amazonie, vous voyez, quoique aujourd'hui on se pose des questions avec le président brésilien actuel. Bon, ça c'est les perspectives officielles de l'État du Brésil à l'horizon 2025. Nos ambassadeurs disent plutôt que c'est plus réaliste au niveau de 2040. La moitié de ces ports n'existent pas aujourd'hui. Or, si je vous rassure, ils sont au bord de la mer, mais enfin vous avez trois barcasses. Le but, c'est de construire des routes, des autoroutes, des voies ferroviaires permettant d'utiliser, en gardant un sanctuaire et attention à l'environnement, mais de ramener les richesses minières et autres à l'intérieur. Très honnêtement, aujourd'hui, tout ça va en Chine.
Donc, première zone riche de la planète, une seule dans l'hémisphère sud, c'est le Brésil. Deux dans l'hémisphère nord, c'est le nord du Canada et plus encore la Sibérie. Sauf que le nord du Canada et la Sibérie, c'est inutilisable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas relié à la Russie, il n'y a pas de route, les climats ne s'y prêtent pas. La révolution politique des pôles, des nouvelles routes, c'est quoi? Ça va être de désenclaver ces cul-de-sac que sont la Sibérie et le Canada. C'est-à-dire que ces passages du Nord vont permettre en quelque sorte d'être l'artère déplafonnant, désegmentant, si vous voulez, ces régions qui vont en quelque sorte faire les choses. On écoute beaucoup le président Poutine pour tout un tas de raisons. Il dit clairement, les Américains ont connu le Far West, nous allons connaître le Far North. Donc on voit toute cette stratégie qui est en train de se mettre en place. Il y a même une route polaire de la soie mise en place par les Chinois en partenariat avec la Russie. L'enjeu stratégique étant d'ailleurs le Groenland. Vous vous souvenez que le président Trump, il y a un an, proposait le rachat du Groenland, qui n'est pas à vendre, bien sûr, mais il savait très bien que ça ne serait pas à vendre. C'était un message à 3 pays, enfin, un triple message qu'il voulait faire passer. Un, c'était de faire comprendre aux Chinois que, non, pas, parce que les Chinois, de plus en plus, passaient des accords avec la Russie, mais également jusqu'avec le Danemark pour le Groenland, c'est faire comprendre aux Chinois que, bon, là, c'était quasiment une chasse gardée. Deux, c'était de faire comprendre à l'allié canadien qui avait quelques revendications pour des ZE, qu'attention, c'est important. Puis trois, c'était encourager les mouvements autonomistes groenlandais à aller plutôt vers l'indépendance. On imagine bien qu'une indépendance groenlandaise irait plutôt du côté américain qu'elle ne resterait du côté européen. Donc on voit qu'on rentre dans une nouvelle géopolitique qui se base sur les flux se basent sur le commerce se base sur la mer, et c'est au fond des mers que l'on trouve l'ensemble des process dont nous aurons besoin. Voilà, je terminerai sur 2 cartes, celle-là pour vous montrer, voilà, on l'a mis en français, comment la Chine, comment les plus hautes autorités chinoises voient le monde. Alors que la Chine se mette au milieu, ça c'est normal, hein. Si vous êtes aux États-Unis, les États-Unis se mettront au milieu. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'ils regardent vers le sud. Ça veut dire quoi? Ça en dit plus que ce que diraient tous les discours qu'ils ne peuvent pas dire d'ailleurs, c'est que la Chine se veut être la grande puissance de l'hémisphère sud. En tenant à bride courte l'Inde, et le but des stratégies des routes de la soie, c'est court-circuiter l'Inde par voie maritime, court-circuiter l'Inde par voie terrestre, aller vers l'Afrique et puis surtout avoir accès au domaine maritime parce que c'est là où demain l'Afrique ou demain le Brésil vendra moins à la Chine. Il faut que la Chine ait accès à ces matières premières. Ces matières premières ne peuvent être que maritimes. Pourquoi? Mais faut-il encore avoir un domaine maritime, une ZE pour reprendre le terme, qui soit un petit peu plus conséquente. Voilà. Et je terminerai en vous donnant cette carte, voilà, en nous indiquant qu'en 2050, vous aurez dans cette tarte de ciel un nouveau type de croissance, ça sera 90% de la population mondiale. Voilà un peu ce que je voulais très rapidement partager avec vous. Alors, pour conclure, si vous voulez rapidement, que vous dire? La mer, c'est la clé de l'histoire, c'est le rivage de notre avenir pour le meilleur, mais attention, pour reprendre une expression d'un monsieur que j'aime beaucoup, qui a fait un extraordinaire film qui s'appelle Océan, qui est le grand Jacques Perrin, nous n'aurons pas d'océan de rechange. Nous n'aurons pas d'océan de rechange, c'est-à-dire que la vie, l'aventure continue, notre santé, notre bien-être, tout ça dépend de la mer, qui est formidable. Si j'avais le temps, je pourrais même vous expliquer que la mer, c'est presque un itinéraire spirituel. La traversée, c'est presque la métaphore de la vie, et c'est peut-être pour ça que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, parce que c'est une traversée maritime. Se jeter à l'eau, aller en mer, c'est certainement quelque chose de formidable, mais il faut y aller avec attention, il faut y aller avec discernement. C'est à la fois la plus formidable moisson offerte aux hommes, mais une moisson fragile qu'il nous faut traiter avec discernement. Et en tous les cas, elle suppose aussi d'être protégé au-delà des ZE. Au-delà des ZE, c'est ce qu'on appelle la haute mer. Aucun droit ne régit la haute mer aujourd'hui, et sans doute faut-il considérer la haute mer comme bien commun de l'humanité. C'est en ce sens que l'ONU, il y a un peu plus d'1 an, a ouvert le chantier. Malheureusement, je crains que ce chantier ne prenne 20 ans, mais il faut absolument créer des parcs marins, des zones marines protégées en haute mer, parce qu'encore une fois, ce n'est pas par amour simplement des petits oiseaux, quoique ils ne sont pas toujours en haute mer, ou des animaux marins, mais c'est tout simplement parce que la vie émane du milieu marin, et c'est dans le respect de cette mer que la vie pourra continuer, et pourra continuer aussi fortement qu'elle a toujours existé jusqu'à maintenant. Voilà, je vous ai fait, pardonnez-moi, je vous ai un petit peu bousculé. J'ai essayé de tenir l'heure un quart que Madame Lehec m'avait demandé. Donc maintenant, écoutez, je suis tout à fait à votre disposition pour le temps que vous voulez pour
réagir, partager, échanger et répondre à vos éventuelles questions. Encore une fois, je vous renouvelle tous mes remerciements pour votre écoute. M'excuser de mon français qui n'est pas apte et facile parfois à traduire en anglais. Un grand merci. Madame Beck, pas si. Merci. On va faire le nécessaire pour que ça passe. Merci beaucoup. Personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement clair, extrêmement à la fois illustré mentalement et physiquement par les diapositives ensuite, mais surtout, ça pose exactement les thèmes que nous avons commencé à initier auprès des étudiants. Et donc, je pense et j'espère qu'ils auront plein de choses à nous demander par rapport à ça. Alors, je voudrais simplement réagir, parce que ce que vous faites, bravo. C'est pour ça que j'étais vraiment très heureux, ravi, honoré d'intervenir. Moi, des fois, je suis désespéré, je suis bluffé qu'une école d'architecture se lance là-dedans. Quand vous pensez que la mer, c'est 92% en volume du commerce mondial et qu'il n'y a quasiment pas d'école de commerce qui évoque ce genre de choses. Il y a très peu d'écoles d'ingénieurs qui s'intéressent à ce genre de choses, alors que c'est l'avenir. Au niveau du journalisme, on n'étudie pas ce qui tourne autour de la mer. Donc, que vous soyez en pointe, je dirais, on n'est pas dans des chemins balisés, des sentiers battus. Je dirais, les parts de marché, elles sont à prendre parce que peu de personnes se sont lancées, même si ça semble évident à ceux qui travaillent sur la mer que c'est là-dedans, que c'est vers elles pour le meilleur qu'on va, mais on n'en parle pas suffisamment nulle part. Et donc, le fait d'en parler, je suis convaincu que ça va ouvrir des horizons à un certain nombre de vos étudiants parce que, y compris pour l'architecture, c'est les process de demain. Il faut Jacques Rouget, qui est un formidable architecte maritimiste, viendra vous en parler. Pardonnez-moi, Madame Taki, je me tais. Mais en fait, pourquoi je m'intéresse à la mer? Parce que finalement, tout ça, c'est venu de moi. Un jour, j'ai dit le semestre dernier à Nicolas, que vous avez au téléphone et qui est à côté de moi, le semestre prochain, on va travailler sur la mer. Et j'avoue que quand on dit ça à l'école de l'architecture, ça ne paraît pas tout de suite évident. Alors que pour moi, c'est évident pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis de la mer, parce que je suis bretonne, et que j'ai toujours été poussée par la mer. Deuxièmement, parce que je connais l'histoire de notre territoire maritime français, qui est gigantesque et qu'on n'exploite pas, et qu'on n'utilise pas, et dont on ne parle pas, et dont on ne nous parle pas à l'école, au lycée, au collège, à l'université, jamais. Que je connais aussi les enjeux de la mer, parce que effectivement Jacques Rougier est un ami, parce que je connais sa fondation et que je connais un certain nombre de sujets, et que j'ai toujours été intéressée par ce qui se passait sur la mer, mais aussi parce que j'ai aussi lu des histoires sur comment le monde effectivement a été conquis ou a été transformé grâce à la mer. Donc tout ça. Et le dernier point, c'est qu'enfin cette année, lorsqu'on a eu le changement de gouvernement en France, on a renouvelé avec un ministère de la mer qui avait disparu depuis plusieurs années déjà. Et je me suis dit, enfin, la France se réintéresse à son territoire maritime et à la mer. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est là qu'il faut travailler. Quand plus de ça, comme tous les étudiants d'école d'architecture aujourd'hui parlent d'environnement, parlent de préservation de la planète, etc., mais ils s'intéressent toujours au territoire terrestre et jamais au territoire maritime. Et ils oublient qu'effectivement, mais ils parlent toujours du réchauffement climatique, ils parlent des migrations, mais ils ne parlent jamais du fait que, par le réchauffement climatique, il y aura de moins en moins de territoires terrestres sur lesquels on va pouvoir éventuellement s'installer, parce qu'il y aura des endroits où ce sera climatiquement plus possible de vivre, et que la mer est un fantastique territoire sur lequel on peut travailler. Et que c'est dans ce sens-là qu'on leur a dit en débarrant de semestre, maintenant il faut que vous inventiez toutes les façons de travailler dessous la mer. Voilà. Dans ces 4 dimensions. C'est ça le sujet. Et effectivement, ce n'est pas habituel dans une école d'architecture parce que j'ai pas, sauf peut-être à Rennes, et encore, j'ai encore à l'école de Rennes, j'ai entendu parler un peu parfois de la mer. Voilà. Bravo en tous les cas. Clara. Oui. La discussion. Non, franchement, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc, Je ne sais pas si vous m'entendez, il faut que tu parles différent. Ah, vous m'entendez bien? Je vais Très parler bien. un petit peu. En fait, je vous remercie de nous avoir parlé sur tout ça. C'était très intéressant et on a appris beaucoup de choses. Et puis l'année, toi qui parlais de géopolitique hier. Ah oui, mais moi je parle en anglais et Parle en anglais, aussi. Mais oui, c'est très intéressant avec les trucs géopolitiques que vous avez dit, mais je pense qu'on a des autres connexions à faire.
en architecture géopolitique et le maritime et la mer. Donc, ouais. Et moi, j'ai pas d'idée. Ils n'ont pas de questions, ils n'ont pas préparé de questions, c'est quand même. Moi, je serais très heureux à la fin de l'année ou je ne sais pas, l'année prochaine, que vous me disiez, parce que je dirais, votre travail, il va commencer maintenant. Hein, j'ai distribué des choses, Madame Deck également. Vous allez réfléchir tout ça quand vous allez avoir le temps. Qu'est-ce que, en sachant que la mer, c'est l'avenir, ça a toujours été le sens de l'histoire, le sens de l'avenir, qu'est-ce que la mer peut vous inspirer? Comment, je dirais, conjuguer la mer avec votre métier? Qu'est-ce que vous pourriez faire face à cette zone vers laquelle on va plus se tourner, qui monte et sur laquelle on monte, et qui, je dirais, se trouve à la charnière de tous nos défis? Comment vous pourriez optimiser cet univers pour le meilleur? C'est ce qui fera de vous les meilleurs, d'ailleurs. Bien sûr. Alors, dans ces cas-là, je vais peut-être vous proposer de nous rejoindre à nouveau fin mai, début juin, lorsque les projets seront finalisés. Très intéressant, ah oui, volontiers. Pour que vous puissiez venir les voir au jury final. À volontiers. Absolument. Alors, est-ce qu'en dehors de ceux qui sont autour de moi, il y en a qui ont des questions? Non? Il y a des questions. Amine a demandé est-ce qu'il y a une bonne chose de garder des zones d'eau internationales? Est-ce que de garder des eaux internationales? Ouais. Est-ce que ça, c'est bon? Alors oui, aujourd'hui, les eaux internationales représentent l'essentiel des eaux, puisque il y a 3-4 types d'eau. Il y a les eaux territoriales qui appartiennent vraiment en propre à un pays. Après, vous avez les ZEE, ici en anglais, les zones économiques exclusives. Et après les zones économiques exclusives, on est dans les eaux internationales. Mais ces eaux internationales fait qu'il n'y a pas de droit international de la mer dans ces eaux. Donc, il convient de les considérer. Il y a tout un manifeste en ce sens qui est porté par l'Institut français de la mer, par Driblier, Catherine Chavot, qui consiste à faire pression au niveau de l'ONU pour que l'ONU considère que la haute mer, ces eaux internationales, eh bien, soit un bien commun de l'humanité et que ce ne soit pas premier arrivé, premier servi et qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi. Donc oui, bien sûr, il y a encore ce qu'on appelle la haute mer qui sont les eaux internationales. Mais la question, c'est de savoir si c'était toujours utile de garder des eaux internationales. Mais moi, je pense que oui, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Moi, je serais curieux de savoir, parce que vous avez approché les politiques, comment est-ce qu'ils réagissent, en fait? Est-ce que vous leur dites une injonction, il est impératif de penser à la mer, et à part les Russes ou les Américains qui veulent racheter le Groenland, les Français, par exemple, est-ce qu'ils ont une vision prospective là-dessus? Alors, la France est un pays particulier. Ça a pris 10 ans de ma vie. J'ai été traumatisé quand j'étais jeune par mon idole, qui est un marin breton qui s'appelle Éric Tabarly, et qui disait la mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. Donc la France n'est pas historiquement tournée vers la mer, et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi la France historiquement n'était pas tournée vers la mer. Je ne vais pas vous le faire ça maintenant, il y a 5 ou 6 raisons, donc ça serait trop long. Sur les 5 ou 6, elles se sont toutes dissipées, elles n'existent plus, sauf peut-être une. Donc, il n'y a pas de pays qui sont définitivement coincés face à la mer ou d'indécrottables terriens. La meilleure preuve, c'est la Chine. Il n'y a pas eu un pays plus coincé face à la mer que la Chine, puisque la Chine a même été jusqu'à interdire la navigation en haute mer en 1434, et que c'est aujourd'hui le pays qui investit le plus dans le domaine maritime. Donc on voit que la France aujourd'hui bénéficie de fleurons, mais il faut une politique de la mer qui soit une véritable politique. C'est-à-dire que je vais vous faire un aveu. Je me suis rendu compte, il faut mieux se rendre compte des erreurs. Ça fait 25 ans que je dis en substance, il faut que la France se tourne vers la mer. Eh bien, je pense qu'il faut changer de paradigme. C'est à la mer de se tourner vers l'intérieur des terres. C'est-à-dire que la mer, c'est l'instrument de la fluidité. Toutes les mers mènent au port. Mais si vous prenez 2 grands ports français qui s'appellent Le Havre et Marseille, c'est encore des cul-de-sac. Pourquoi? Parce que ce n'est pas suffisamment ramifié à l'intérieur. Il faut créer des voies routières, fluviales, ferroviaires pour amener la mer à l'intérieur. Tant que des villes de l'intérieur ne sont pas reliées à leurs ports régionaux de proximité, les 2 grands ports français ne fonctionnent pas. Et tant qu'il ne fonctionnera pas, aujourd'hui, on fait venir les 2 tiers de nos conteneurs de 3 ports, certes européens, mais non français, Anvers, Hambourg et Rotterdam. Si bien que ça coûte énormément et ça provoque énormément d'émissions de CO2 à venir. Donc, ce qu'il faut, au risque de vous surprendre, une politique maritime, ce n'est pas uniquement une politique de la pêche. Une politique maritime, c'est une politique d'aménagement du territoire.
C'est-à-dire, c'est ramener la mer à l'intérieur du territoire pour que aucune région, aucune ville ne soit enquistée, prisonnière dans les crises qu'on a, désertification, il y a ça. Et je suis très préoccupé, je ne vous le cache pas. Pourquoi? Parce qu'en juin 2019, un pays fondateur de l'Union européenne qui s'appelle l'Italie a passé des accords séparés avec la Chine pour entrer dans la nouvelle route de la soie. C'est-à-dire que la Chine et l'Italie se sont mis d'accord pour qu'à moyen terme, les deux ports italiens que sont Gênes et Trieste puissent être davantage reliés à l'intérieur du terre par des partenariats entre l'Italie et la Chine. Ce qui veut dire que si la France ne fait pas l'équivalent pour Marseille dans les 10 ans qui viennent, c'est tout le quart sud-est de la France qui peut être planté. Donc on voit qu'une politique maritime, c'est avant tout une politique de connexion, une politique de flux. Pour ça que quand je vous le disais tout à l'heure, on va moins en moins parler de géopolitique, enfin, je l'espère, pour être dans le réaliste, mais plutôt de géoéconomie des flux. C'est vrai au niveau de l'ensemble de la planète, au niveau de la mer, mais il faut qu'à l'intérieur des terres, c'est vrai que c'est plus facile quand c'est la Belgique, quand le pays est grand et large, etc., c'est plus compliqué, mais on n'a pas suffisamment de voies routières, ferroviaires, fluviales en France pour créer une synergie, une fluidité, et c'est ce qui pose un certain nombre de problèmes. Donc une politique de la mer, ça serait ça avant tout. Les politiques, oui, j'en ai rencontré. Le problème, ça c'est le problème des démocraties aujourd'hui. Ça, attention, c'est qu'aujourd'hui, les États qui sont moins démocratiques que nous ont souvent des présidents à vie, voyez. Et donc, ils ont souvent les investissements de moyen terme où dans les démocraties, on privilégie souvent le court-termisme, comme on dit. J'ai eu la chance d'avoir un de mes ouvrages qui a été préfacé par le président Chirac lorsqu'il était président de la République. Je m'ai permis de le rencontrer pendant une trentaine de minutes. J'avais le sentiment que tout allait se faire, mais après, c'est compliqué. Ils ont des vies chargées et puis l'argent manque. Si vous voulez créer une politique d'aménagement du territoire, c'est de l'argent que vous allez mettre aujourd'hui pour le moyen terme, donc de l'argent qui ne sera pas disponible pour le court terme aujourd'hui, ou pour faire des lits de réanimation, ou pour construire des hôpitaux, ou pour construire des prisons. Vous voyez, c'est compliqué aujourd'hui. Il y a un véritable défi pour toutes les démocraties, c'est d'être capable de trouver un équilibre entre les dépenses immédiates et les dépenses qu'il faut faire sur le moyen terme. Et c'est d'autant plus important de faire des dépenses d'infrastructure, des dépenses de moyen terme, que nous sommes, comme je l'ai voulu le montrer dans la première partie, dans un basculement historique. C'est-à-dire que c'est le moment de faire son jeu, sa stratégie. Mais moi, j'ai travaillé pendant 15 ans avec le port autonome de Paris, sur le port de Gennevilliers, qui est le plus grand port de France, à l'intérieur des terres. Et en fait, on discutait beaucoup justement de la liaison de Rotterdam à Marseille par les systèmes des canaux, des rivières et par les trains, mais aussi du Havre à Marseille. Et en fait, ça bloquait toujours régulièrement sur les territoires. Et c'était très compliqué de faire les liaisons et de réfléchir sur ces liaisons. Et c'était étonnant. Alors qu'en fait, le port de Gennevilliers, c'est un port maritime à l'intérieur du territoire. Puisque depuis le Havre, il y a des bateaux, des caboteurs qui remontent du Havre jusqu'à Paris. Mais personne ne le fait. Ah, tout à fait. Merci, Odile, d'évoquer ça, parce qu'il faut retirer à l'esprit ce qui est très français. On croit toujours que les ports sont au bord de mer. Non, 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 non. Les ports, ce sont des hubs de communication. Lors de l'Antiquité, la ville de Pétra en Jordanie, formidable ville, ça n'a jamais été au bord de la mer, mais c'est le point de jonction entre tout le commerce de la Méditerranée et tout le commerce de la mer Rouge. La ville de Munich en Allemagne, ça n'a jamais été au bord de la mer, mais c'était par là que remontait tout le commerce qui arrivait dans les ports italiens et qui traversait les Alpes. Donc on voit qu'il faut raisonner en termes de hub, en termes de flux. Alors c'est vrai que c'est mouvant, c'est vrai que c'est changeant, et c'est vrai que ce n'est pas rassurant, parce que c'est beaucoup plus difficile à palper pour être dynamique. Mais c'est dans cette dynamique, et c'est bien en cela que la mer incarne la vie par le mouvement qu'elle recèle, quelque part. Il y a une autre question qui est arrivée sur le chat. Est-ce que tu peux... En ayant connaissance de l'importance de la mer, pourquoi ce n'est que maintenant que l'on s'intéresse à elle, en référence à la décennie de la mer de 2021-2030? C'est quoi parce qu'on est en un... Je peux vous répondre pour la France, hein. Ça a été dit. J'ai un de mes confrères à l'Académie de Marine, qui est recteur d'université, recteur de l'académie plutôt, qui a fait un rapport sur la mer dans l'enseignement en France. Bon. Pour les plus anciens d'entre nous, autrefois, il y avait des classes de mer. Les enseignants amenaient des élèves au bord de la mer. Aujourd'hui, on ne le fait quasiment plus parce que les mairies, les collectivités territoriales donnent moins d'argent, et puis il y a le terrorisme, et puis bon, il y a le Covid, etc. Donc la mer, en ce qui concerne la France, on la rencontre simplement en cours de littérature,
à travers deux auteurs, le grand Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, Océanonox, ou un autre formidable écrivain français, Pierre Loti, pêcheur d'Islande. Mais à moins d'être sadomaso, on ne va pas y aller. C'est-à-dire qu'on n'a pas une culture maritime, on n'est pas un pays qui, de ce fait, a été tourné vers la mer. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, il n'y a qu'une seule grande école de commerce française, une seule, où on évoque l'aspect maritime. Bon, une seule. Il n'y a rien à l'ENA, l'école d'administration française. Lorsque j'étais secrétaire général du Grenelle de la mer, avec le ministre d'État qui était Jean-Louis Borloo, on a écrit au directeur de l'ENA pour lui demander de mettre en seconde année à l'ENA 6 heures, je vous rassure, pas par semaine, sur l'ensemble de l'année, pour parler de la géoéconomie des flux. Bon, ça n'a pas été mis. Donc finalement, on est très franco-français, hein, quelque part. Et de plus en plus, on est de plus en plus enfermé dans ces différents ensembles. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Pour beaucoup, la mer sépare, la mer, alors qu'en fait, c'est le plus formidable trait d'union qui existe. Attention, ce n'est pas parce qu'on est une île qu'on est tourné vers la mer. Il y a des îles qui sont complètement fermées, d'autres qui s'ouvrent vers la mer. Donc, c'est une aptitude à accepter le changement, je dirais qu'en quelque part, pleine vie, pleine mer. Avant, oser les choses, c'est pas simple, c'est pas simple. C'est contre nature, par ça, d'un côté. Je pense que la mer fait peur également. Parce que la mer, on ne la maîtrise pas, parce que la mer, on ne la connaît pas. Et donc, la mer fait peur, parce que beaucoup, même en Bretagne, enfin, on ne se tournait pas vers la mer, on tournait vers les terres, parce qu'on mourait en mer. Et c'était compliqué. Tous les grands marins disent qu'il faut être humble face à la mer. On ne gagne pas, il faut composer avec la mer. Dans la tradition judéo-chrétienne, la mer, on s'en méfie. Pourquoi? C'est le domaine, je dirais, de la folie, c'est le domaine de la démence. L'enfer, le Sheol, tout ça, c'est au fond des mers. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, qui correspond à l'ensemble des trois grandes religions monothéistes, la mer, c'est l'endroit où il y a le Léviathan, tout un tas de monstres, etc. Le blé ne pousse pas sur les plages, donc on se dit c'est un univers maudit. Quand on se promenait autrefois sur la plage, d'abord on ne savait pas nager, on risquait de tomber sur des pirates, des naufrageurs, des gens qui avaient provoqué des naufrages pour s'approprier les cargaisons. Donc c'est vraiment le domaine de la démence. Donc on n'allait pas en mer, on ne voulait pas aller en mer. Et pendant longtemps, on ne fera que du cabotage. Il faudra attendre très longtemps pour oser avancer au large, partir en pâture, oser affronter les traversées. On a une vision de la mer aujourd'hui qui est totalement différente de celle qu'on avait autrefois. Et bien sûr, là, ça a joué énormément. Et pourtant, j'ai pensé, quand Tabarly a commencé à travailler, à faire les courses, j'ai pensé qu'on allait se retourner vers la mer et qu'on allait à nouveau s'intéresser à la mer grâce à lui et grâce à tous les navigateurs qui sont arrivés derrière. Alors, ça a beaucoup contribué. Ça a contribué. Le Grenelle, à sa manière, a aussi contribué, parce que la mer, on l'a conjuguée toujours comme une source d'ennui en France. C'est le domaine de la piraterie en termes de pollution, des boulettes de Mahanois, etc. L'avantage du Grenelle de la mer, ça a été de montrer justement qu'elle contenait la quasi-totalité des solutions, que 99,9% de ce qui est en mer est totalement invisible à l'œil nu. Il faut s'intéresser à Tara, à tout un tas de projets qui nous montrent le domaine du phyto, du picoplancton, de l'infiniment petit. Et c'est absolument génial parce qu'on est en train de découvrir que la structure de l'infiniment petit correspond à celle de l'infiniment grand. Il y a des images de l'infiniment petit d'algues vues par les plus grands microscopes. On pourrait croire que c'est la guerre des étoiles ou que c'est la Voie lactée. Donc on voit que là, vraiment, il y a un domaine, la mer fait partie de notre vie. On est vraiment issu du milieu marin. C'est pour ça qu'on s'intéresse toujours sur Mars ou ailleurs à savoir s'il y a eu de l'eau ou pas. Donc on voit que quelque part, la mer, elle chante en nous. Il y a, comme dit l'autre, un sentiment océanique. C'est Saint-Jean-Père, ce grand poète qui, pendant l'entre-deux-guerres, dans son recueil de poèmes qui s'appelle La mer, disait « Nous sommes des exondés ». C'est-à-dire qu'avant que les scientifiques ne le prouvent, lui, l'homme de lettres, lui, le littéraire, sentait bien que, quelque part, la mer ne nous laisse pas indifférents. On peut l'aimer, on peut la détester, mais elle laisse rarement différent parce qu'on a passé, allez, je fais un peu de psychanalyse, mais on a passé à peu près, à quelques semaines près, tous 9 mois dans le vent de notre mer, aimé Eros, c'est intéressant, l'homonymie en français, et puis on sait de toute manière que la vie émane de la mer. Vous voyez, cette mer, elle ne laisse pas indifférent, c'est elle qui est l'assurance vie de la Terre, et c'est bien pour ça qu'il faut faire très attention avec la mer aujourd'hui, à travers tous les déchets qu'on lui envoie, tous ces poisons qu'on lui envoie. Il faut savoir que les poissons ne se reproduisent pas en pleine mer, ils se reproduisent là où la photosynthèse joue à plein, c'est-à-dire principalement sur le littoral qui est le poumon et la pouponnière de la mer. Donc aussi, il faut faire très attention. Le défi de la génération de nos jeunes, c'est d'être capable de continuer à utiliser les choses, parce que 3 milliards de terriens en plus, on aura besoin de certaines ressources, mais des ressources qui ne doivent pas être destructives par leurs effets et qu'il faudra utiliser ou aller chercher de manière intelligente, c'est-à-dire responsable. C'est tout à fait possible, mais ça suppose d'anticiper, de planifier, etc. La chance aujourd'hui que les pays qui ont une ZEE, c'est de se lancer dans la mer.
Et c'est elle qui créera énormément d'emplois, d'opportunités pour tous les secteurs, à commencer par le domaine de la construction et tout ce que ça suppose. Bien sûr. Il y a une autre question en bas de la chatroom, si vous pouvez la regarder. Alors, concernant la Méditerranée, au départ, la Méditerranée ne bénéficiait pas de ZE, mais les choses ont été élargies depuis. Il y a eu la création de ce qu'on appelle des ZPE, des zones de protection écologique. Oui, vous n'avez pas partout des ZE. Les ZE, 200 000 marins à 372 km, ça semble loin, mais enfin, même la Méditerranée, vous avez tout un tas de zones, si vous voulez, internationales en Méditerranée. Moi, je préfère parler d'océan mondial. Il y a les mers en principe, c'est fermé, les océans, c'est beaucoup plus grand, mais c'est la même eau. C'est la même eau. Et bien savoir que si on pollue devant chez soi, c'est l'ensemble des mers globales qui sont aujourd'hui polluées. Donc oui, la mer des Méditerranée est une mer aujourd'hui qui est fragilisée. La plus fragilisée à grand niveau, c'est la mer Baltique, dont certains pays, les pays riverains, disent qu'elle est cliniquement morte dans son tiers. La Méditerranée aujourd'hui est fragilisée parce qu'il y a un très faible renouvellement de l'eau. On parle même de provinces lessepsiennes, du nom de Ferdinand de Lesseps, ce Français qui a construit le canal de Suez pour toute la partie orientale de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que des poissons, je dirais, qui vivent avec une eau plus chaude de la mer Rouge réussissent maintenant à coloniser la Méditerranée. Donc, c'est sûr que dans une eau, une faune, une flore fragilisée par le réchauffement climatique, la pollution a un impact décuplé. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, on est toujours dans le multifactoriel pour comprendre les choses. C'est jamais une cause qui produit un effet, mais on est plutôt dans des faisceaux de convergence et qui, de ce fait, posent des problèmes. Donc, oui, il faut aussi s'engager pour la préservation. L'océan, c'est notre assurance vie, l'océan mondial. Il y a une question au-dessus de celle que vous avez lue, qui n'a pas été posée. Et encore au-dessus. Alors, je ne vois pas trop la question. Quel est votre avis sur le port d'Hambourg ? S'il y a aujourd'hui, les trois grands ports européens, c'est Rotterdam, Anvers et Hambourg. C'est des ports qui fonctionnent bien. La chancelière Merkel a d'ailleurs fait un nouveau port Hambourg avec une augmentation des tirants d'eau. Alors, les échanges turco-allemands dans l'histoire, ça, je ne suis pas suffisamment connaisseur. Si celui d'entre vous qui est là-dessus est passionné par ça, j'essaierai de trouver un de mes confrères qui serait plus compétent que moi, mais il faudra que je cherche un peu parce que je n'ai pas un nom qui me vient tout de suite. Là, pour le coup, je calme. Vous savez, quand on parle de Hambourg, l'Allemagne a toujours été un pays maritime, avant que ça soit l'Allemagne, parce que l'Allemagne est un pays récent qui a été unifié plutôt en 1870. C'était les villes de la Hanse, la Ligue hanséatique. Donc, ça a toujours été une dynamique de flux, c'est pas un hasard. On ne crée pas un port comme ça de toutes pièces. Il faut une culture maritime, il faut une dynamique de flux, etc. Alors, il y a une question d'un certain Charles au-dessus, encore, qui est un de nos étudiants aussi. Alors. Sinon, on peut vous la lire. Alors, est-ce qu'on a des projets d'habitation sur l'océan aussi important ? Je ne sais pas. Je sais pas. Parfois, on me pose la question, mais ce n'est pas tout à fait celle-ci, mais elle y ressemble. Est-ce que si, pour ne plus payer d'impôts, je m'installe en haute mer, je fais une super île sur laquelle je vis ? Ben non, ça, le droit fait qu'aucune embarcation en mer n'a le droit d'y être sans porter un drapeau. Même votre tout petit bateau de 3 mètres, s'il va en mer, il doit porter un drapeau. Donc ça, il n'y a pas d'extraterritorialité en mer. Non, il y aura toujours un pays. Alors, habiter en mer, pourquoi pas, à un moment donné, on s'est posé la question d'habiter sous mer, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Jacques Rougerie a fait des mer. Imaginez tout un tas de choses. Sur la mer, c'est possible. Mais sur la mer, c'est quoi ? Ce sont des îles qui peuvent être flottantes ou autre chose. Les grands paquebots, ces grands projets d'îles flottantes, oui, ça va probablement se développer. On va vers probablement des centres de loisirs sur mer qui pourront avancer comme autrefois les cirques se déplaçaient d'un endroit à un autre. Oui, il est probable qu'on aille vers ce genre de choses. Même à des fins militaires, on aura toujours besoin de porte-avions, mais on sait que les Américains construisent des îles flottantes beaucoup plus conséquentes parce que plutôt que de multiplier partout, vous voyez, des bases sans savoir c'est précisément là où il faut être, c'est presque plus simple d'avoir de véritables terrains d'aviation sur des îles flottantes qui peuvent se déplacer, encore une fois, et qu'on peut amener pile poil là où il faut, et en plus 2 îles flottantes qui pourraient se regrouper. Donc, vous voyez, oui, par des mesures d'économie, on en arrive à optimiser à des fins militaires ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est de plus en plus sur la mer que tout se focalise, ne serait-ce que pour les câbles à fibre optique. Donc aujourd'hui, toute la force de dissuasion passe par les mers. Donc on voit à quel point
plus que jamais, la mer est au cœur de tous les défis, de tous les enjeux. C'est incontestable. Avec cette mer, encore une fois, qui s'acidifie, je vous le disais, dont l'acidification fait que la mer n'est plus le monde du silence, pour reprendre le formidable film qui a eu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1956, qui était le film de Jacques-Yves Cousteau, Le monde du silence. Non, aujourd'hui, le monde de la mer n'est pas le monde du silence. L'acidification fait que vous avez une dissémination des bruits beaucoup plus conséquents, ce qui pose parfois même des problèmes aux sous-mariniers pour mieux surveiller les zones où ils sont. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions là. Non? Écoutez, je vous remercie encore une fois de plus. Vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. Il n'y arrive pas encore. Pensez-vous qu'il y aura alors des États maritimes seuls sur l'eau? Alors, en vertu du droit international, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que tout État sur l'eau est censé avoir un drapeau et dire rattaché à un nouveau pays. Qu'il puisse y avoir des îles artificielles ou naturelles appartenant à des États, oui. Mais de là à avoir un nouveau pays qui se constitue, non. Ça, c'est pour les James Bond, effectivement. Mais aucune structure ne peut exister sans être attachée à un État. Oui. Je pense que les étudiants sont capables d'en imaginer. Ah oui, ça, vous pouvez imaginer en termes de conception. Mais peu importe le drapeau. Oui. Hein. Et par contre, oui, on sera de plus en plus sur l'eau. Hein. Les Chinois travaillent beaucoup, regardez Downton, etc., sur ces projets parce que c'est en mer où on peut le plus facilement avoir la combinaison énergie solaire, énergie éolienne et à travers toute la panoplie de ce que je vous ai présenté dans les EMR, cette fameuse énergie marine. Donc, c'est évident que c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Hein. Donc, n'hésitez pas à créer sur la mer, etc., à trouver les matériaux les moins corrosifs possibles parce que la mer, c'est très corrosif. Les hydroliennes que je vous ai montrées, elles sont prévues en l'état actuel des matériaux pour durer 6 ans. Au bout de 6 ans après, on les change, mais c'est déjà bien. Dites-vous bien qu'en ce qui concerne les vents marins sont 40% supérieurs aux vents terrestres. En ce qui concerne la densité de l'eau de mer est 800 fois supérieure à celle de l'air. Donc, même si c'est plus corrosif dans le milieu marin, ça fait tourner les moulins. Hein. Donc, ce n'est pas une ineptie de Jules Verne. Le capitaine Nemo de Jules Verne, de 20 milieux sous les mers, avait raison en part certains côtés. On a encore d'autres questions? On change pas. N'hésitez pas. Hein. Mais je pense que vous êtes dans votre timing, vous? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Parce qu'on m'a dit que vous aviez quelque chose à 5 heures. Non, c'est bon. C'est 5h30, donc ça laisse un petit peu de temps. Vianney, encore une question? Ce qui parle de l'île rose, l'île rose dans les commentaires. L'île rose. Oui. Oui, il dit peut en devenir un nouveau pays indépendant sur le modèle de l'île rose. Aujourd'hui, L'île rose, c'est quoi l'île rose? c'est C'est l'île rose, oui. Ah oui. Oui, il y a régulièrement des gens qui veulent prendre leur indépendance en mer et qui fabriquent des territoires. Ah oui, non, mais ils peuvent toujours, mais ils n'ont pas le droit tant que personne n'y va. Mais je dirais à tout moment, les États riverains vont arriver en expliquant c'est illégal. Aujourd'hui, tout bâtiment en mer doit, aussi petit soit-il, doit avoir un pavillon. Alors, dans les James Bond, dans les bouquins de science-fiction, on peut créer un État flottant qui avance, etc. Mais vous n'avez pas le droit d'être attaché à aucun pays. Tout navire, quel qu'il soit, à plus forte raison une île, doit avoir un pavillon. Et la tendance aujourd'hui, en ce qui concerne les îles naturelles, c'est d'être de plus en plus rattaché. Aujourd'hui, la Chine, on arrive à faire des îles naturelles artificielles. C'est-à-dire elle va aller dans des hauts fonds, dans les endroits où les fonds ne sont pas très profonds, où elle va en quelque sorte condenser les matériaux, ça va dépasser de la surface, et la Chine va dire « Ah, donnez-moi 200 000 marins ». Ou la Chine va s'emparer de certaines îles, si vous voulez, que d'autres pays revendiquent. Pourquoi? Pour avoir augmenté son domaine maritime. Et vous voyez que la tendance n'est pas à ce que certains États, je dirais, ou plutôt certaines personnes, créent des États de toutes pièces. C'est théoriquement pas possible par le droit, et je vois mal les États supporter ce genre de choses. Bien sûr. Oui, mais ça ne vous empêche pas de créer ces villes-là, hein, de les désigner. Après, peu importe le promoteur ou le propriétaire. C'est l'avantage des étudiants d'architecture, c'est qu'ils sont prêts à tout. Mais ils ont raison. Il y a 2 ans, on avait travaillé sur le village lunaire, et on avait fait venir Claudien Hydret, et ça avait été formidable, parce qu'ils avaient inventé des choses incroyables.
Ah, mais ça, je veux bien voir ce que vous allez faire. Puis Jacques Rougerie aussi va être passionné. Ah non, non. Tout à fait. Voilà. Écoutez, on va vous remercier beaucoup. Moi, je suis très heureux vraiment de cette rencontre. Vous entendre. Je ne sais pas si en vous applaudissant, vous entendez. Mais Merci c'était à vous et puis à vous de travailler. Moi, je veux bien que vous me briefiez, comme on l'a évoqué, Odile, sur ce qui va ressortir de tout ça. N'hésitez pas à reposer des questions, on peut continuer, il n'y a pas de souci. super. Merci. Bien soin de vous et puis on reste en contact de toute manière. Et merci d'avoir choisi la mer, hein. C'est jamais que les 2 tiers de la Terre est en 4 dimensions. Donc Jacques était de très bon conseil en me disant que vous étiez la personne idoine pour parler de ça. C'était formidable. Merci. Je vais progresser en anglais. C'est mon défi, c'est pas difficile. Prenez soin de vous. Au revoir. Soyez prudents.